Donc, bonsoir à tous. Je suis Héloïse Pelen, je suis ingénieure énergie environnement et membre de l'ICEM. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste rappeler que pour ceux qui ne découvrent que l'ICEM, c'est une association qui rassemble près de 50 professionnels, des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, des économistes et programmistes, et puis même une avocate. On est une association qui développe des savoir-faire et les fait savoir autour du bâtiment éco-responsable. Les 6 Café, c'est un rendez-vous qui est mensuel, qui, on espère, pourra bientôt se tenir à nouveau dans une salle en couplant avec une visio, puisque c'est quand même agréable aussi de pouvoir tous se voir. Donc, on vous remercie encore d'être présents pour cet ICEP Café de rentrée. Je dis ICEP Café de rentrée, mais c'est vrai qu'on a déjà eu un événement en septembre puisqu'on a pu faire une visite à Cycle-Terre qui nous a permis de nous retrouver pour certains. Le thème de ce soir, c'est la RE 2020, on ouvre le capot. Donc, on a la chance d'avoir Bernard Cézolis pour nous faire un point sur ce texte qui est sorti cet été. Bernard Cézolis est membre et administrateur de l'ICEB, entre autres. Il a beaucoup d'autres choses, bien sûr, à son palmarès, mais voilà, il intervient, il est membre de l'ICEB. On a prévu donc à peu près 1 heure de présentation. Vous pouvez poser au fur et à mesure vos questions dans la discussion. Et on a un temps prévu pour débattre après cette heure de présentation. Sauf si vous avez vraiment besoin de clarification là tout de suite, on vous propose d'attendre la fin de la présentation. Voilà, alors merci à tous, bon ICEP Café, et puis Bernard, c'est à toi. Merci Héloïse et bonsoir à tous. Bien, moi je me présente en 20 secondes, donc ma carrière est derrière moi, mais maintenant je suis un retraité hyperactif qui fait beaucoup de formations, quelques expertises et puis pas mal de communication. Et l'ICEB m'a sollicité pour présenter une introduction à la RE 2020 qui est sortie cet été. Donc. Et donc, à travers ces visuels, on va un petit peu survoler les choses parce qu'en une heure, tout décrypter serait une gageure et en plus, ça ne servira à rien. Nous allons essayer ce soir de repérer les grands axes, les grandes tendances de cette nouvelle contrainte réglementaire. Et puis surtout, ce qui sera intéressant, c'est vos réactions, vos débats, sachant que dans l'auditoire, il y a probablement des personnes qui connaissent l'ARE 2020 aussi bien que moi. Et donc, ça sera intéressant aussi que ces personnes puissent intervenir et apporter de l'eau à notre grand moulin. Voilà, bah écoutez, je démarre. Je démarre tout de suite, si je peux. Voilà, on va voir si ça marche. Voilà. Donc, normalement, il y a un certain nombre de prérequis pour comprendre ce que je vais raconter là pendant une petite heure. Bon, il y a quelques rappels que je vais me permettre de faire, histoire de mettre un petit peu tout le monde à l'aise. Il y a parmi vous des gens parfaitement au courant de la réglementation thermique actuelle, la RT 2012, d'autres qui la voient de très loin ou qui la connaissent très peu. Donc, on va, à travers ce que je vais vous raconter, revoir certains principes. Voilà. Certains principes, vous verrez, seront réitérés dans le nouveau cadre réglementaire et d'autres seront abandonnés. On va essayer un petit peu de faire le tri. En tous les cas, principes généraux de la réglementation thermique et de la réglementation environnementale 2020, ce sont des principes généraux identiques, à savoir que c'est une réglementation qui nécessite des calculs a priori, c'est-à-dire on va réaliser des calculs avant que le bâtiment soit construit. Ce sont des calculs sur plan, donc à partir de descriptifs, de CCTP, et c'est un calcul parfaitement conventionnel. Et on va justifier du bien fondé réglementaire finalement que le bâtiment répond bien aux exigences réglementaires avant qu'il soit construit. Ça, c'est vrai, ça peut être vrai pour les bâtiments tertiaires. Ça ne l'est plus depuis la RT 2012 pour les logements, parce qu'il y a une exception à ces principes généraux, c'est la mesure de la perméabilité à l'air du bâti. Évidemment, pour mesurer cette perméabilité, il faut construire le bâtiment. Voilà, donc c'est la seule mesure a posteriori imposée par le cadre de l'ART et de l'ARE. On va voir qu'il y a aussi
d'autres petites impositions a posteriori. Mais le principe général, c'est un calcul. C'est de la paperasse, hein, c'est une étude. Voilà, l'objet réglementaire, c'est un bâtiment. C'est-à-dire qu'on fait, on fait un calcul sur un bâtiment. On ne fait pas un calcul sur un bout de bâtiment. On ne fait pas, s'il y a 2 ou 3 ou 4 bâtiments sur la parcelle pour un permis de construire, eh bien, il faudra faire autant d'études réglementaires qu'il y a de bâtiments physiquement séparés. Il y a des règles qui permettent effectivement de dire c'est un ou deux bâtiments lorsque les bâtiments sont en liaison, mais selon la nature de la liaison, eh bien, on considère que c'est un bâtiment ou bien ce sont deux bâtiments séparés. Et donc, s'il y a deux bâtiments séparés, il y a deux études réglementaires. Il faut que chaque bâtiment soit conforme à la réglementation indépendamment de l'autre. Voilà. Cette règle-là est une règle intangible dans la réglementation RT 2012. Nous espérions que cette règle allait disparaître dans la RE 2020, à savoir s'il y a 2, 3 ou 4 bâtiments, il n'y aurait qu'une seule étude thermique pour un PC pour toute la parcelle, avec possibilité de mutualisation, d'échange entre bâtiments, de compensation entre bâtiments. Eh bien, ce n'est pas le cas. Cette règle a été prolongée dans le nouveau cadre. C'est un petit peu dommage. Enfin, troisième grand principe, c'est une réglementation qui ne vous dit pas faites ceci, faites cela. C'est une réglementation qui vous dit simplement ne dépassez pas certaines valeurs de paramètres, certains critères, certaines exigences. Et pour ce faire, eh bien, faites comme vous pouvez, hein, le mieux possible, soyez les plus malins possible. Voilà. Il y a aussi quand même des exigences de moyens, c'est-à-dire qu'il y a dans les exigences réglementaires des items qui n'entrent pas dans un algorithme de calcul. Hein. C'est incalculable, ce sont des exigences qualitatives. Et donc, il y a toute une liste d'exigences qualitatives. Un certain nombre d'entre elles existantes actuellement dans la RT 2012 ont été reconduites dans la RE 2020. On y reviendra si on peut, mais enfin, en tous les cas, c'est vous voyez que le principe général est le même. Alors, grande nouveauté entre la réglementation actuellement en vigueur et celle qui arrive au galop, c'est qu'effectivement, il y a une exigence en consommation d'énergie. Vous voyez qu'on a un bâtiment là en bas, et puis on met en balance ici une consommation maximale à ne pas dépasser. Eh bien, ce bâtiment ne doit pas dépasser ses consommations, mais il y a en plus dans la RE aussi une autre exigence qui est que ce bâtiment ne doit pas dépasser une certaine émission de gaz à effet de serre. Donc, il y a donc une approche énergie et une approche carbone qui sont concomitantes, l'une étant évidemment liée à l'autre. La réglementation RE 2020 a commencé à faire l'objet de réflexions collectives et de préparation à partir de 2018, en essayant de s'appuyer sur une expérimentation qui, elle, a démarré en 2016. Beaucoup d'entre vous la connaissent, hein, c'est l'expérimentation E plus C moins, bâtiment énergie positive bas carbone, lancée donc en 2016 par les pouvoirs publics, entrée en application, on va dire plutôt en 2017 pour les tout premiers bâtiments. Et cette démarche, ce processus devait servir de base à la fois de réflexion et de base d'élaboration pour la RE 2020. Alors, elle a un peu servi cette expérimentation, mais pas autant qu'on l'espérait. Alors, ici, juste ce visuel qui vous montre d'abord, il y a un an, je n'ai pas un bilan plus récent, mais il ne s'est pas passé tellement plus de choses depuis. Enfin, là, on a les tendances lourdes quand même. Vous voyez le nombre d'opérations, le nombre de bâtiments. Bon, c'est un panel quand même relativement restreint par rapport, je dirais, au volant de la construction. Vous voyez ici, il y a 6 930 logements. Il y en a peut-être aujourd'hui 7 000, 8 000 peut-être, mais on construit à peu près l'équivalent de 350 000 logements par an. Donc, vous voyez, ça reste quand même assez marginal. Et donc, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre qui se sont lancés dans cette procédure volontaire, ce sont, comment dire, des acteurs, on va dire un peu premiers de la classe, hein. Alors, ceux qui ont osé y aller, pour bonne ou mauvaise raison, peu importe. En tous les cas, le résultat des courses, c'est assez intéressant de voir qu'on réussit à faire ces premiers de la classe. Eh bien, vous avez ici un tableau qui résume l'état des lieux il y a un an.
en termes de performance de carbone et en termes de performance d'énergie. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce référentiel, il y a 4 niveaux d'exigence en énergie, E1, E2, E3, E4, E4 étant le plus ambitieux, et il y a 2 niveaux carbone, C1 et C2. Donc, il y a cette double approche énergie-carbone, et donc il y a, a priori, en combinant les niveaux énergie et les niveaux carbone, il y a potentiellement 8 labels possibles, hein, E1, C1, E1, C2, E2, C1, E2, C2, etc. Bon. Et donc, chaque décideur public, chaque collectivité territoriale, eh bien, pouvait effectivement, dans ce cadre-là, choisir son label en choisissant un niveau énergie et un niveau carbone, et puis inciter les acteurs à atteindre ces labels. Alors, incitation généralement financière, sous forme de subventions, de prêts, etc. Résultat des courses, on a ici, vous voyez, le centre du nuage se situe en termes d'énergie, on va dire, entre le niveau E2 et E3. Alors, ça correspond à quoi, le niveau E2 et E3? Eh bien, ça correspond à peu près à un niveau RT 2012 moins entre 10 et 25%. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça correspond à ce qu'on fait souvent sur le terrain, tout du moins en habitat. Ça dépend après, selon le type de tertiaire. Il y a des tertiaires qui ont été traités de façon assez laxiste dans la RT 2012 et d'autres qui, au contraire, ont été traités de façon un petit peu dure. Mais ça, effectivement, c'est 8 ans, 9 ans d'expérience qui ont permis de faire ce constat. Alors, on voit ici que on est situé entre 2 et 3. Et là, en carbone, le sujet nouveau, le sujet expérimental, eh bien, vous voyez qu'en fait, on est quand même entre C0 et C1. C0 et C1, ça signifie que des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre ont tenté d'obtenir au moins le niveau C1, qui est le niveau le plus bas dans l'échelle carbone pour l'obtention de ce label. Eh bien, ils n'y sont pas parvenus. Donc, ils sont C0. Alors, il n'est pas dit qu'ils sont est-ce que c'est 0, c'est C1 moins 5% ou C1 moins 100%? Ça, on n'a pas la. Si vous voulez le savoir, c'est assez simple. Vous allez sur l'observatoire plus et moins, qui est du domaine public, et vous pouvez voir toutes les opérations décrites avec leurs performances respectives, leur lieu. Je crois que c'est anonyme quand même, mais au moins vous pouvez recréer le nuage de points. Voilà. On constate effectivement qu'il y a, par exemple, il y avait l'année dernière une opération qui était E4, C2 quand même. Un certain nombre d'entre nous savent quelle est cette opération. Il y a peut-être même parmi vous des représentants de la maîtrise d'œuvre de cette opération. Voilà, un petit peu emblématique. Donc E4, bâtiment énergie positive, un bâtiment qui consomme moins que ce qu'il produit, et C2, c'est-à-dire avec un niveau carbone assez exigeant déjà, donc assez bas carbone. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'un tableau pareil? Où situer finalement le niveau RE 2020 à partir de cette expérience? Alors c'est un petit peu compliqué parce que d'abord, ici, il s'agit encore une fois des premiers de la classe, je mets plein de guillemets bien sûr, et, donc il n'était pas question pour les pouvoirs publics, pour l'administration, de se dire, bon, ben voilà ce que font les premiers de la classe, à partir de 2021, tout le monde devra faire comme les premiers de la classe sur le référentiel. Ça n'est pas pensable. Ça n'est pas pensable. Il faut effectivement avoir une approche extrêmement humble des choses. Ça ne veut pas dire que quand on n'est pas premier de la classe, on est une croûte, hein, pas du tout. Mais entre inciter des gens à faire des choses et puis obliger tout le monde à faire quelque chose, ça n'est pas la même démarche. Hein. Et donc, on ne peut pas imaginer des niveaux identiques. Voilà, donc on peut aussi dire à partir de ce visuel que pour l'énergie, bon, oui, la RE 2020 peut être assez relativement ambitieuse. En plus, l'énergie, tout le monde connaît, ça fait 40, 45 ans qu'on travaille sur la basse énergie dans les bâtiments. En revanche, sur le carbone, c'est quand même un sujet nouveau pour un grand nombre d'entre nous, hein, et beaucoup sont à la découverte et même sont très, très angoissés à l'idée de traiter ce sujet. Et donc, on peut déjà dire à partir de là que la RE 2020, du point de vue énergie, bon, elle pourra être moyennement ambitieuse. Du point de vue carbone, elle devra être extrêmement humble. C'est-à-dire que déjà, à travers cette expérience, eh bien, la RE 2020 devra déjà, dans un premier temps,
banaliser l'approche carbone sur toutes les constructions à partir de 2022, ce qui est déjà une grande marche. La marche, elle n'est pas quantitative, elle est qualitative. Ça va quand même changer nos métiers, ça va changer nos façons de concevoir, de programmer, de concevoir et de réaliser. Alors, il y a un décret qui est sorti. Alors, excusez-moi, oui. Donc, il y a eu effectivement toute une ribambelle d'experts qui ont été sollicités à partir de fin 2018. Il y a eu des groupes d'experts regroupés par thème. Et ensuite, il y a eu, après un travaux de synthèse de tous ces groupes, il y a eu une concertation, c'est-à-dire que le ministère a, comme d'habitude, pour chaque réglementation, a sollicité tous les acteurs de la construction qui sont venus, évidemment, qui étaient invités, qui sont venus au ministère de l'écologie discuter du bout de gras, c'est-à-dire de défendre leur filière. Tous les lobbies étaient présents. Mais ils étaient là en tant que tels et bon, c'était tout à fait transparent. Ils venaient défendre leur boutique. Voilà, et donc ce qui permettait effectivement à l'administration de voir un petit peu les tensions, les rapports de force, et puis jusqu'où on pouvait aller pour faire en sorte que cette future contrainte réglementaire soit acceptée par tout le monde. Il y a eu des hauts débats, il y a eu pas mal de discussions, et la réglementation RE 2020 va sortir, va être appliquée à partir du 1er janvier 2022. Voilà. Donc, on aurait pu appeler cette réglementation la RE 2022, bon, mais finalement, elle va garder son titre générique RE 2020, puisque, on va le voir, en fait, c'est une réglementation qui annonce la couleur pour la décennie 2020-2030. Donc, finalement, RE 2020, bon, elle porte bien son nom. Donc, un décret a fini par sortir fin juillet de cette année, donc c'est tout frais, et un arrêté est sorti au début août. Et donc, ces deux textes permettent aujourd'hui d'avoir maintenant une géométrie relativement connue de cette nouvelle exigence réglementaire, donc qui va s'appliquer dans 3 mois pour l'habitat. Et il y a actuellement en enquête publique un projet concernant les immeubles de bureaux et les écoles primaires et secondaires. Mais donc, ces deux secteurs tertiaires entreront dans la fourche codine de la réglementation, a priori, à partir du 1er juillet 2022. Donc, il y aura un décalage de 6 mois. Là, la concertation publique sur ces bâtiments tertiaires, normalement, devrait se clore mi-octobre, donc très, très bientôt. Voilà. Il y a des annonces de dates pour les sorties de textes concernant les bureaux et les écoles, mais attendons quand même que ces textes sortent. Parfois, on est surpris de leur rapidité ou de leur lenteur, donc ne soyons pas devins. Voilà, donc à partir du 1er janvier 2023, eh bien, là, la RE 2020 eh bien, va traiter tout le périmètre qu'elle a à traiter, c'est-à-dire l'habitat qui sera déjà entré en vigueur depuis un an, les bureaux et les écoles primaires et secondaires, et tous les autres tertiaires, les universités, les prisons, les hôpitaux, les hôtels, etc. Voilà, donc il y aura toujours un certain nombre de bâtiments qui seront exclus du champ réglementaire, ceux qui étaient déjà exclus dans la RT 2012, les lieux de culte, par exemple, les gares ferroviaires. Il y aura peut-être les aéroports à la demande de l'aéroport de Paris, comme pour la RT 2012. Enfin, bref, il y a toute une liste. Alors, je n'ai plus, je ne vais pas détailler, on n'a pas trop le temps de rentrer en détail, mais je crois que il me semble que c'est dans le décret qu'il y a la liste des bâtiments qui seront in fine traités par l'ARE 2020. Alors, l'ART 2012, pour ceux qui la connaissent bien et qui l'ont appliquée, même sans l'appliquer, ils savent très bien que c'est un texte assez compliqué. Eh bien, figurez-vous que nous avons réussi à faire encore plus compliqué, puisque l'ART 2012 ne traitait que l'énergie et le confort d'été. Eh bien, l'ARE 2020 va traiter l'énergie, le confort d'été et le carbone, bien sûr. Voilà. Alors, c'est une réglementation dite environnementale. C'est vrai qu'elle porte assez mal son nom, parce que si effectivement il n'y a que 2 critères, l'énergie et le carbone, où sont les autres critères environnementaux? Où sont toutes les cibles, par exemple, du référentiel HQE, de la certification HQE? Hein, là, nous avons finalement, il nous manque une douzaine de cibles, 11 ou
Où sont-elles? Eh bien, elles n'entrent pas dans le cadre de la RE. Bon, ça reste une réglementation environnementale. Disons que c'est déjà assez compliqué comme ça. Les pouvoirs publics ont annoncé, on va le voir juste à la fin, la sortie d'un label. Voilà. Et donc, un label qui reprendra peut-être un certain nombre de critères environnementaux que la RE ne traite pas. Alors, pour aller vite, alors vous voyez qu'ici, on retrouve l'énergie, le carbone et le confort d'été, avec ici 5 critères. On va retrouver le fameux BBio, besoin bioclimatique, de la RT 2012. Donc, on va retrouver ce BBio avec quand même quelques modifications. D'abord, enfin, on va avoir des modifications d'hypothèses de calcul. Le moteur de calcul est assez proche du moteur de calcul de la RT 2012. Je pense que le CSTB n'a pas modifié le fond de cette méthode, de ces algorithmes. En revanche, il y a un certain nombre d'hypothèses climatiques par exemple, et puis surtout une grande nouveauté, c'est qu'il y aura systématiquement un calcul des besoins de froid, même si le projet n'est pas climatisé. On y reviendra si vous voulez. Mais enfin, c'est une façon indirecte de rappeler que finalement, la période de l'été devient une période extrêmement prégnante sur les exigences, parce que c'est une période extrêmement prégnante sur la conception. Nous allons retrouver notre fameuse consommation d'énergie primaire, voilà, exprimée en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an, de la RT 2012. Quelques modifications concernant des hypothèses de calcul, on y reviendra, avec quelques nouveautés. Vous savez que la RT 2012 traitait 5 postes de consommation, le chauffage, la production de feux sanitaires, éventuellement la climatisation, les auxiliaires électriques liés à toutes ces installations et l'éclairage. 5 postes. On excluait tout ce qui était autre usage électrique, l'électroménager en logement, la bureautique en bureau, etc. Pourtant, ces postes-là, que je vous cite, avaient été intégrés, inclus dans le calcul, dans le bilan énergétique du référentiel le plus C-, et on espérait que dans la RE 2020, enfin, on intégrerait ces consommations qui, pour certains bâtiments, pour certains secteurs, sont des consommations largement majoritaires, et bien supérieures à tous les postes réglementaires que traite la réglementation en les cumulant. Ça n'est pas le cas, c'est bien dommage, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Si vous, si vous me posez la question, je ne pourrai pas vous répondre. Si vous connaissez la réponse, elle intéressera tout le monde. Voilà. Un nouveau critère énergétique encore, sur lequel il y aura une exigence, ce sont les consommations d'énergie primaire, des énergies non renouvelables. Donc, il y aura un double bilan. CEP, c'est toutes les énergies consommées par le bâtiment, y compris des énergies renouvelables, sur lequel il y aura donc un plafond à ne pas dépasser, et un autre plafond, évidemment, plus bas, ce sont les consommations d'énergie non renouvelables. Et là, c'est un petit clin d'œil au label BPOSF Énergie et aussi au référentiel le plus C-. Il y aura ensuite une autre expression des exigences énergétiques, mais sous la forme de carbone, c'est-à-dire que finalement, une fois qu'on a calculé les consommations d'énergie du bâtiment, traduites en énergie primaire ou en énergie primaire non renouvelable, on va aussi traduire ces consommations en carbone, en impact carbone. Donc, là, finalement, c'est juste à la fin qu'il y aura une expression un petit peu différente, mais qui peut faire basculer le projet du côté obscur de la force ou pas. Parce qu'évidemment, selon la qualité carbone, l'impact carbone des énergies qui auront été, qui seraient nécessaires conventionnellement pour le bâtiment, eh bien, fait qu'effectivement, on peut totalement faire exploser la valeur plafond du IC énergie, impact carbone énergie, ou au contraire, en étant très limite en consommation, il faut de toute façon ne pas dépasser les plafonds de CEP et de CEPNR, on pourrait être très bas en carbone, si par exemple on utilise des énergies qui sont supposées peu carbonées. Voilà, alors l'autre grande nouveauté, si vous n'avez pas flirté avec le référentiel le plus C-, ça va être la grande nouveauté, c'est le critère impact carbone construction, c'est-à-dire qu'on va calculer l'impact carbone
de l'existence même du bâtiment, avant même qu'il commence à être occupé et fonctionne. Et donc, effectivement, il y a des systèmes constructifs, des architectures, des systèmes d'équipement, etc., qui font que, effectivement, ça nécessite, in fine, beaucoup de carbone pour réaliser le bâtiment, ou au contraire, peu de carbone. Ça, c'est la grande nouveauté. On y reviendra. Et puis enfin, le confort d'été, il est traité depuis la RT2000, depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il a été traité selon une méthode extrêmement grossière qui était la fameuse température intérieure conventionnelle. Eh bien, cette température intérieure conventionnelle va disparaître dans la RE 2020 et elle va être remplacée par les degrés-heures d'inconfort. Voilà, on y reviendra. Donc voilà, ici, vous voyez que dans la RT 2012, nous avions 3 critères. Eh bien, ici, finalement, nous en avons 6. Alors pourquoi 6? Parce que ici, oui, en fait, non, on a 6, pardon, excusez-moi. Donc, 6 critères sur lesquels il y a une exigence. Voilà. Et puis, il y a encore aussi d'autres critères, mais ce sont des critères qu'on va simplement afficher. Il n'y a aucune exigence dessus, il faudra faire le calcul et l'afficher dans l'étude thermique. Par exemple, le IC bâtiment, l'impact carbone du bâtiment, qui est simplement la somme de l'impact carbone énergie et de l'impact carbone construction. Juste petite parenthèse sur l'impact carbone construction, c'est un paramètre qui est lui-même forgé de deux paramètres. L'impact carbone des composants du bâtiment, qui représente vraiment une très grande part de ce paramètre IC construction, mais aussi les impacts carbone du chantier. Donc, il y a 2 choses. Hein. Et donc, le IC construction, c'est la somme de ces 2 sous-impacts. Voilà. Dans tous les cas, l'exigence est sur IC construction et sur IC énergie. Une fois qu'on a les 2 valeurs, on fait la somme et on affiche simplement, ici en violet, hein, le IC bâtiment. Donc, globalise tout le carbone émis par le bâtiment sur une durée conventionnelle de 50 ans. Alors, il y a un autre paramètre qui sera affiché, c'est donc la quantité de carbone biogénique stocké. C'est-à-dire qu'en fait, on va magnifier par là même les matériaux qui seront supposés stocker du carbone au lieu d'en émettre pour les fabriquer. Tout simplement, le bois. Le bois aura stocké du carbone pendant une trentaine d'années avant qu'on l'utilise sous forme de charpente, de façade, que sais-je encore. Et donc, ce stockage de carbone sera affiché. Et puis enfin, un troisième critère qui sera affiché, sur lequel il n'y a encore aucune exigence, mais il faudra l'afficher. Généralement, les logiciels de calcul généreront automatiquement ces critères. Les impacts carbone, de quoi? Des DED. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que DED, ce sont les données environnementales par défaut. Alors, qu'est-ce que c'est que ces données environnementales par défaut? Eh bien, ce sont des données qui permettent effectivement de calculer le bilan carbone d'une poignée de porte, d'un mètre carré de moquette, d'une pompe à chaleur ou d'un capteur solaire. Là, il y a différentes approches possibles. Le bilan carbone se fait par une méthode qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Un grand nombre d'entre vous savent ce que c'est. Voilà, bon, pour ceux qui ne le savent pas, ils découvrent les ACV, hein, pas les AVC, hein, ça c'est beaucoup plus grave, les ACV. Donc, les analyses de cycle de vie, c'est une méthodologie qui est assez ancienne, qui vient de l'industrie et qui est aujourd'hui appliquée aux composants du bâtiment et donc au bâtiment lui-même. Et il y a des normes européennes, il y a des méthodologies très officielles. Et donc, il y a des données qui sont fournies par les industriels, parce que pour savoir quel est l'impact carbone d'une poignée de porte, d'un mètre carré de fenêtre ou d'une chaudière bois, eh bien, il n'y a que le fabricant qui sait quels sont tous les ingrédients nécessaires pour fabriquer ce produit, ce système, ce matériau, ensuite le transporter. Il n'y a que lui qui peut avoir des hypothèses un peu macroscopiques sur ce qui se passe sur le chantier, hein, pas simplement sur un seul chantier. Donc, la façon de mettre en œuvre son produit. Et puis, la vie en œuvre, c'est-à-dire la durée de vie du produit. Et puis, enfin, qu'est-ce qu'on en fait
en fin de vie de ce produit? Est-ce qu'on le met à la décharge? Est-ce qu'on recycle tout ou partie de ce produit? Est-ce qu'on le réemploie? Voilà. Et donc, vous voyez que selon ce qui va se passer en fin de vie de ce produit, eh bien, le bilan carbone peut largement différer. Et donc, l'industriel, le fabricant, il doit effectivement renseigner à toutes les phases, durant tout le cycle de vie d'un produit qu'il fabrique, il faut qu'il renseigne quel va être le bilan carbone global de son produit. Alors, il le fait ou il ne le fait pas. S'il le fait, il va donner une valeur. Voilà. Après, il y a toute une méthodologie de vérification. Cette valeur va rentrer dans une base de données. Voilà. Et puis, on pourra disposer effectivement de X valeurs. Et puis, lorsqu'il n'y a pas de valeur, lorsqu'il y a un trou dans la raquette, lorsqu'il y a des filières industrielles qui ne se sont encore pas organisées pour fournir ces informations, qui sont quand même assez compliquées à élaborer, eh bien, le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, selon, je dirais, des études papier, livresques ou autres, définit des valeurs par défaut pour qu'effectivement on ait un bilan complet du bâtiment. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas la valeur que l'impact carbone est nul. On donne une valeur, généralement la valeur elle est pénalisante, hein. C'est une valeur prudente. Voilà. Donc une valeur pénalisante. Les valeurs par défaut sont donc des valeurs pénalisantes. On comprend mieux d'ailleurs pourquoi dans le référentiel le plus c'est moins, un certain nombre d'équipes n'ont pas atteint même le niveau carbone 1. Ils sont restés en niveau carbone 0 parce que probablement pour ces opérations-là, eh bien, l'équipe de maîtrise d'œuvre ne disposait pas ou n'avait pas le temps, enfin, peu importe les raisons, mais ont dû prendre effectivement un nombre conséquent de données par défaut qui ont plombé effectivement leur projet du point de vue de la performance carbone. Donc, cette part de données environnementales par défaut, utilisée pour calculer le lycée construction, c'est un paramètre, c'est un critère, simplement, c'est un indicateur, c'est une information très intéressante pour les pouvoirs publics. Vous savez que toutes les études RT 2012 et donc RE 2020 feront l'objet, in fine, d'un fichier XML qui va remonter au ministère. Et donc, le ministère sera à l'aptitude, depuis maintenant de nombreuses années, de faire des études statistiques sur qu'est-ce qui se passe sur le terrain à travers les études thermiques, hein, bien sûr. Après, au niveau des contrôles, ça se passe moins bien. Ils ont moins de moyens. Mais au moins, déjà, ils sauront quelle est la part, le pourcentage de données par défaut utilisées en 2022, 2023, 2024. Et ça leur permettra de constater si, effectivement, le nombre de données environnementales par défaut voit leur part baisser. C'est-à-dire, on peut traduire ça en disant, ça veut dire que le nombre de parts de fiches précises, les fameuses FDES, fiches de déclaration environnementale sanitaire, ou bien les profils environnementaux de produits, les PEP, fournis par les industriels, eh bien, commencent à être suffisamment nombreux, et donc, effectivement, la maîtrise d'œuvre pourra effectivement s'appuyer sur de plus en plus d'informations précises. Voilà. Et donc, ça sera un paramètre, un peu thermomètre sur la façon dont toutes les filières industrielles se sont mis à faire des analyses de cycle de vie sur les produits qu'ils fabriquent. Pardon, j'étais un petit peu long, mais ça permet peut-être à certains d'entre vous peut-être de rentrer dans l'ornière. D'autres connaissent ça par cœur. Alors, les principales autres modifications par rapport à la RT 2012 et par rapport au référentiel le plus c'est moins de la RE 2020. Alors, c'est déjà, et ça c'est un point excessivement important, à mon point de vue, c'est la programmation des renforcements. C'est-à-dire que dans le texte, je crois que c'est dans le décret, c'est dans le décret, il est affiché quelles seront les exigences pour 2022, mais aussi pour 2025, 2028 et 2031. C'est-à-dire qu'on se donne, on a une feuille de route pour jusqu'à 2031, voilà, sur les 10 ans à venir. Et donc, voilà à quoi on doit s'attendre. On a un certain nombre de marches et on voit la hauteur des marches en énergie et en carbone. Tout ça pour se donner effectivement une trajectoire qui va nous permettre peut-être enfin d'appliquer les grands principes et les grands discours politiques, par exemple celui concernant la stratégie nationale bas carbone qui affiche une réduction de 30 ou 40% en 2030 par rapport à 2018 ou 2019. Et ce faisant, eh bien, ça répondra peut-être en partie à la directive européenne qui, elle, affiche
moins 55% en 2030 par rapport à 2015. On en est encore très, très loin. Mais effectivement, il faut revenir à ces objectifs qui sont aujourd'hui très ambitieux et donc très difficiles pour enfin être sur la bonne trajectoire pour 2050. C'est-à-dire non pas la neutralité carbone, mais au moins une division par 4 en ce qui nous concerne et en ce qui concerne la majorité des pays européens. Par rapport à, alors c'est une division par 4 par rapport à 1990. Alors, autre modification importante qui joue effectivement sur les résultats et aussi sur les modes d'expression des exigences, en habitat, ça sera, le mètre carré réglementaire pour l'habitat, ça sera le mètre carré chable, la surface habitable. Parce que tout est exprimé par mètre carré, hein. On ramène tout au mètre carré. Alors, dans la RT 2012, c'était un mètre carré un peu particulier, propre à la réglementation. Et là, on revient à une définition juridique plus connue. Donc, la chable. Voilà. Et pour ce qui concerne le non résidentiel, tous les bâtiments tertiaires, ce sera la surface utile. Là aussi, c'est relativement bien cadré juridiquement. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, le dénominateur pour trouver les ratios ne sera pas le même dans la RE 2020 par rapport au dénominateur de la RT 2012. Donc, méfiance, méfiez-vous, ne comparez surtout pas un chiffre de la RT 2012 avec un chiffre de la RE 2020. Ce sont deux chiffres incomparables. Voilà. Pour cette raison et pour plein d'autres raisons. Alors, non prise en compte des autres usages, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est donc usage électrique spécifique sort du cadre réglementaire pour des raisons inconnues. La prise en compte des espaces communs, ça c'est tout à fait nouveau. Donc, les consommations liées aux circulations des espaces communs, ventilation et éclairage des parkings, et tout ce qui est mobilité interne, ascenseur, escalator. Ça, c'est complètement nouveau. Voilà. Donc, le périmètre augmente un tout petit peu. Mais, par exemple, on ne prendra pas en compte un nombre important d'éléments de la parcelle, comme le faisait le référentiel le plus et moins. Il allait jusqu'à la clôture. Et là, eh ben, on prendra en compte la parcelle, mais de façon indirecte, et en particulier, on prendra en compte une partie de la parcelle avec les infrastructures, par exemple, ou les VRD. Mais pour le reste, il y avait d'autres postes qui seront abandonnés, alors qu'ils avaient été traités dans l'expérimentation E plus et moins. Donc, renforcement des exigences du BBO, alors selon les types de bâtiments et selon les lieux, entre moins 10 et moins 30%. Là, en se référant à la même méthode de calcul et aux mêmes hypothèses. Voilà, donc c'est un RT 2012 moins 10, moins 30%, ce qui est pas mal parce que même si ça ne paraît pas extraordinaire, ça permet au moins de ne pas déshabiller les bâtiments et en particulier les bâtiments très compacts. Dans la RT 2012, quand vous aviez un bâtiment très compact, un gros bâtiment compact, vous pouviez non pas enlever l'isolation, mais avoir des isolations extrêmement faiblardes. Et donc là, le BBO est venu, le BBO RE 2020, est venu ici dire, attendez, alors, on ne va pas déshabiller les gros bâtiments sous prétexte qu'ils sont cubiques et avec beaucoup de mètres carrés. Le BBO froid systématique, j'en ai parlé. Pas d'exigence sur d'autres critères environnementaux, j'en ai parlé. Des exigences de moyens, garde-fous, plus perméabilité à l'air. Bon, donc là, on reprend, c'est presque un copier-coller de la RT 2012, à quelques exceptions près. Mais la grande nouveauté, c'est la vérification des installations de ventilation. Voilà. Comme dit l'autre, on espère bien maintenant que l'air va suivre les flèches, voilà, dans les gaines aéroliques. Donc, il y aura une vérification des installations de ventilation avec tout un processus, toute une méthodologie pour le faire. Une actualisation des données météo, on va le voir ici. Alors, d'abord, une actualisation en prenant en compte une année moyenne de la décennie de 2010-2020. Je vous rappelle, mais vous le savez à peu près tous, que dans cette décennie-là, on va trouver 8 des 10 années les plus chaudes enregistrées depuis qu'on enregistre un peu systématiquement la température extérieure en France, c'est-à-dire à peu près la fin du 19e siècle, je crois, aux alentours de 1880. Donc vous voyez, 8 des 10 années les plus chaudes depuis plus d'un siècle se situent dans la dernière décennie que nous venons de vivre. Et donc, il est très clair que le réchauffement climatique, il est très sensible sur la France métropolitaine, même si notre pays n'est pas aux premières loges des grandes catastrophes
climatique. Pour le confort estival, pour le confort d'été, dans le cadre réglementaire, sera pris en compte un fichier météo correspondant à un été caniculaire. Ce ne sera pas un été moyen. Voilà. Et ça sera l'été 2003. Et puis enfin, pour ceux qui connaissent bien la réglementation, eh bien, vous voyez qu'ici, il y a 8 zones climatiques réglementaires, ce sont toujours les mêmes. Le découpage n'a pas changé. Les données climatiques ont changé, mais le découpage n'a pas changé. Et vous savez que chaque zone climatique est représentée par un fichier météo, une station météo. Voilà. Dans la zone H2B, la station représentative dans la RT 2012, c'était La Rochelle. Et bien maintenant, ça sera Tours. Voilà, c'est un peu plus central quand même. Voilà. Et puis pour ce qui concerne la région PACA, la zone H3, la zone la plus chaude, eh bien, le fichier météo représentatif dans la RT 2012, c'était Nice. Quand même un climat assez particulier. Eh bien, là, ils ont recentré sur l'aéroport d'Aix-Marseille, voilà, Marignane. Donc, ça change pas mal de choses. Hein. Oui, on ne peut pas comparer comme ça directement, encore une fois, le calcul RT 2012 et le calcul RE 2020. Alors, voilà le baby au froid. Oui, on retrouve le baby au chaud, le baby au éclairage et le baby au froid qui est systématiquement calculé en prenant en compte toutes les caractéristiques du bâti, en prenant en compte des scénarios d'usage, parce qu'effectivement, vous voyez bien que les besoins de chaud, d'éclairage, de froid dépendent aussi du comportement des occupants. Store levé, store baissé, on n'a pas ces critères-là bougent. Donc, il y a tout un plein de scénarios conventionnels selon les types de bâtiments qui sont appliqués pour calculer les fameuses nombres de calories, de frigories et de luxe, donc des choux, des carottes et des navets qu'on additionne pour obtenir des points. Voilà. Le calcul est extrêmement précis, c'est toujours le principe de la méthode dynamique, à savoir on fait un bilan heure par heure. C'est un bilan au pas de temps horaire pour obtenir un bilan annuel. Donc on fait 8760 calculs horaires pour obtenir le bilan annuel. Donc le calcul est, sur le comme ça, est très sérieux, très précis, mais avec des données qui sont quand même assez approximatives, qui sont conventionnelles en tous les cas. Idem pour les consommations. Alors pour les consommations, on retrouve donc la part chauffage, la part eau chaude sanitaire, la part clim, si le bâtiment est climatisé. Là, on peut retrouver des consommations électriques liées au ventilateur si on a affaire à des ventilations mécaniques, qui est assez souvent le cas dans les bâtiments neufs. Eh bien, toutes ces consommations électriques propres à ces systèmes, chauffage, eau chaude sanitaire, clim et ventilation, ce sont ce qu'on appelle les consommations d'auxiliaires, donc kilowattheures fatalement électriques, qui étaient déjà pris en compte dans la RT 2012 et qui sont évidemment pris en compte dans la RE 2020. Et enfin, les consommations d'éclairage. Voilà. Et alors, vient se rajouter à ces 5 postes qu'on connaît bien, la mobilité interne. Donc, tout ce qui est ascenseur et escalator. Et malheureusement, le reste est exclu. Voilà. On retrouve donc les règles d'addition qu'on connaît bien, c'est-à-dire que lorsqu'on a additionné tous ces postes, eh bien, il y a fatalement des kilowattheures électriques qui traînent à droite à gauche, qu'on va additionner à d'autres kilowattheures qui ne sont pas électriques. Voilà. Et donc, lorsqu'on additionne un kilowattheure électrique fatalement présent à des kilowattheures qui ne sont pas électriques, malaise, hein, on ne peut pas additionner des grandeurs physiques de nature différente. On a inventé une règle de calcul, une équivalence. Voilà, une équivalence qui était de multiplier par 2,58 les kilowattheures électriques, parce qu'il fallait 2,58 fois plus d'énergie primaire pour disposer dans le bâtiment d'un kilowattheure électrique par rapport à un kilowattheure d'énergie fossile, par exemple. Bon. Eh bien, ce 2,58, qui était comme une valeur qui avait été calée il y a très très longtemps, voilà, je crois que en 1983, c'était la fameuse équivalence de la tonne équivalent pétrole, eh bien, a été balayée d'un coup de main grâce à une directive européenne qui est sortie il y a quelques années, qui disait que chaque pays communautaire peut abaisser cette valeur d'équivalence énergie finale, énergie primaire, jusqu'à 2,1 sans justificatif. C'est-à-dire, si je prends 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, je dis ça et Bruxelles n'a rien à dire. Si je prends 1,97, ou 2,03, là, Bruxelles demande effectivement des justificatifs. Par exemple, la Suisse prend un coefficient 2, et donc elle doit justifier auprès de Bruxelles. L'Allemagne, je crois, prenait 2,7, voilà, donc on n'a rien à justifier. Je ne sais pas si l'Allemagne a gardé ce coefficient. Et nous sommes passés miraculeusement
de 2,58 à 2,3. Voilà. On verra quelques explications d'EDF tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez qu'on retrouve les mêmes formules pour les consommations d'énergie primaire et pour les consommations d'énergie primaire non renouvelables. Voilà. Alors, nous y voilà sur les coefficients de transformation d'énergie. Alors, il y a donc ce fameux coefficient de transformation énergie finale, énergie primaire pour calculer CEP, CEPNR. Voilà. Et puis, il y a aussi le coefficient de transformation de l'énergie pour passer aux impacts carbone énergie, c'est-à-dire que les consommations vont être aussi traduites en carbone. Et donc, il existe depuis pas mal de temps déjà des équivalences officielles, réglementaires, celles par exemple du DPE, du diagnostic de performance énergétique. Hein, je vous rappelle que le DPE, c'est, comment dire, on affiche finalement deux échelles, hein, l'échelle énergie primaire et l'échelle équivalent de CO2 radio mètre carré. Et, et donc, il y a bien une équivalence officielle. Cette équivalence officielle n'a même pas été, qui date de 2007, n'a pas été utilisée dans la RP 2012. C'est bien dommage. On a perdu 10 ans. Voilà. Il y a donc cette équivalence, bien sûr, dans le référentiel E plus C-, qui est sorti en 2016. La méthode de calcul a été définie en 2016. Et vous voyez bien que, par exemple, pour les kilowattheures électriques, il y a bien eu, évidemment, un accord entre les pouvoirs publics, l'ADEME, l'Agence de l'environnement, la maîtrise de l'énergie, et EDF, pour se mettre d'accord sur une valeur consensuelle. Voilà. Alors, si on regarde, par exemple, le kilowattheure électrique pour le chauffage, eh bien, il pesait 180 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure. Voilà. Et ce 180 grammes est passé en 2016 à 210 grammes dans le référentiel E plus C-. Et il passe dans la RE 2020 à 79 grammes, un miracle pour l'électricité. C'est hallucinant. Que, ou bien EDF s'est trompé là, pendant 13 ans, 15 ans, un peu étonnant. Voilà. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est de passer de 210 à 79. Voilà. Avec des explications quand même enfin, je veux dire, moi je ne les comprends pas. Je dois être suffisamment bête pour ne pas pouvoir les comprendre. Voilà. Alors, idem pour l'eau chaude sanitaire électrique. Vous voyez qu'on était à 83 grammes pour le référentiel le plus C-, et on est passé à 65 grammes. La baisse est moins sensible, mais enfin, c'est une baisse aussi. Et puis enfin, par exemple, sur l'éclairage, 121 grammes dans le référentiel le plus C-, et on est passé à 69 grammes, quasiment une division par deux. Alors là, on sent bien que finalement, EDF a bien œuvré pour tirer l'équivalent carbone de l'électricité vers le bas. Peut-être que certaines centrales nucléaires ont été construites à notre insu entre 2016 et 2021, allez savoir. Comment se fait-il qu'on a aujourd'hui une électricité beaucoup moins carbonée qu'il y a 5 ans? C'est un miracle. Voilà, alors pourquoi le coefficient de conversion en énergie primaire CEP de l'électricité est passé de 2,58 à 2,3? Je vous donne ici l'explication que j'ai vue sur le site expert.com. Expert.com a interviewé des ingénieurs d'EDF et la réponse officielle est la suivante. Vous voyez, je ne vous la lis pas, simplement que le coefficient était bloqué depuis très longtemps à 2,58. En l'abaissant à 2,3, le gouvernement intègre le fait que le projet du plan pluriannuel pour l'énergie prévoit une progression de la part des énergies renouvelables dans le mix de production électrique et que le bâtiment construit en 2021 sera encore là dans plusieurs décennies, etc. Ça, c'est formidable. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? On se dit effectivement, on aura comment dire, un mix électrique dans 10 ans qui sera plus vertueux et on pourrait effectivement abaisser de 2,58 à 2,3. Pourquoi 2,3 et pas 2,2 ou 2,37? Ça, c'est un mystère total. Voilà. Mais si on l'a fait pour l'élect, pourquoi on ne fait pas pour le gaz? Puisque effectivement, la filière gazière vise, par exemple, d'avoir à peu près 10% de molécules de gaz circulant dans les tuyaux de GRDF en 2030. Et ça n'a pas été pris en compte. Alors, est-ce que Engie s'est mal défendu? Est-ce que les pouvoirs publics n'ont pas voulu entendre Engie? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, là, on voit bien qu'il y a, comment dire, il n'y a pas équité de traitement des deux grandes énergies utilisées dans le bâtiment, hein, principalement. Voilà. À tel point d'ailleurs qu'il y a actuellement une réaction des gaziers via Coenov. Là, il y a un recours au Conseil d'État sur les RE 2020. Je ne suis pas sûr que ce recours au Conseil d'État sera suivi des faits.
Mais bon, on ne sait jamais. Mais il se réveille un peu tard, hein. Voilà. Je poursuis. Oh là là, il est déjà 7h moins 10. Bon, alors ici, donc, un certain nombre de changements sur les modulations sur certaines hypothèses. Donc, vous voyez qu'avec le fait de passer, par exemple, à la surface habitable en logement, le fait effectivement de faire deux bilans, énergie primaire ou énergie primaire non renouvelable, fait qu'on a un certain nombre de choses qui ont été modifiées. On a des valeurs qui sont des valeurs calées, donc des valeurs pour BBO, des valeurs pour CEPNR, CEP et IC Énergie, des valeurs moyennes sur tout le territoire, et tout ça est modulé en fonction de plein de critères, modulation géographique bien sûr, zone climatique et altitude, mais aussi surface de comble en maison individuelle, essentiellement en maison individuelle, parce qu'effectivement avec le critère surface habitable, on pourrait créer un biais, donc il y a une modulation de la surface de comble. La modulation selon la surface moyenne lorsqu'on est en immeuble collectif, c'est une modulation qui existait déjà dans les RT 2012. La modulation sur la surface totale du bâtiment, ça c'est une modulation pour la question de la compacité. Donc, effectivement, plus un bâtiment est important, eh bien, plus on va exiger quelque chose sur le BBO, parce qu'effectivement, plus un bâtiment à 2 mètres carrés, eh bien, plus il faut faire attention à ne pas déshabiller l'isolation de ce bâtiment. Donc, il y a bien cette modulation qui joue à la fois sur la compacité, mais surtout sur l'échelle du bâtiment. Et puis, une modulation en fonction du bruit, qui n'existait pas dans la RT12, tout simplement parce que dans le BBO, on va systématiquement calculer un BBO froid, et le BBO froid va dépendre assez directement du bruit extérieur. Voilà, pour tout ce qui concerne l'énergie sous forme des kilowattheures d'énergie primaire ou bien de carbone, eh bien là encore, on va retrouver certaines modulations. Ici, une modulation des consommations selon la catégorie du bâtiment, c'est-à-dire son droit à consommer en plus de la clim ou pas. Hein, on va retrouver les fameuses catégories CE1 et CE2 de la RT 2012, mais définies de façon assez différente, mais le principe est le même. Si on est de catégorie CE2, un bâtiment climatisé, il faut qu'il soit climatisé pour être CE2 déjà, eh bien, pourra avoir le droit de consommer un peu plus qu'un bâtiment non climatisé. Mais vous pouvez aussi avoir des bâtiments non climatisés qui, eux, seront CE1, mais aussi des bâtiments climatisés qui seront aussi CE1, c'est-à-dire des bâtiments climatisés qui ne pourront pas consommer plus qu'un bâtiment sans clim. C'est-à-dire que la référence, les consommations maximales à ne pas dépasser, ne tiendront pas compte d'un seul kilowattheure de production de froid dans un bâtiment qui en produit. Voilà. Donc, il faudra faire des compensations. Voilà, les coefficients, vous voyez, le coefficient de passage des énergies finales aux énergies primaires. Pour le bois, les énergies renouvelables, c'est 0 lorsqu'on fait le bilan des énergies non renouvelables. On ne comptabilise pas les énergies renouvelables. Pour les LEC, c'est 2,3 et pour les autres énergies fossiles, c'est 1. Voilà. Et si on fait le calcul des consommations d'énergie primaire totale, y compris les énergies renouvelables, le bois reprend son coefficient. Autre nouveauté, alors là, c'est une nouveauté un petit peu dure, je trouve. Lorsqu'on produit de l'électricité, de façon assez majoritaire avec du photovoltaïque, bon, j'ai mis ici du PV, mais ça pourrait être autre chose, hein, de la cogénération, une éolienne, enfin, c'est quand même principalement du photovoltaïque. Donc, on a de l'énergie positive, donc de l'énergie produite par le bâtiment. Eh bien, on prendra en compte que ce qui est autoconsommé. Donc, si le bâtiment produit de l'électricité et l'autoconsomme, eh bien, toute cette autoconsommation viendra en soustraction, en déduction de ses propres consommations. Voilà. C'est ainsi qu'on pourra obtenir, par exemple, des bâtiments à énergie nulle ou voire à énergie positive, c'est-à-dire avec un bilan négatif de consommation. Mais tout ce qui est exporté sera négligé. Donc, on a, vous voyez, des règles du jeu qui ont varié. Je n'ai pas trop, j'ai plus le temps de rentrer dans le détail, mais si vous avez des questions par rapport à ça, j'essaierai de vous y répondre. Alors, sur le carbone, donc le IC Énergie pour mémoire, c'est le même que celui-là, le IC Énergie pour l'énergie. Et puis le fameux IC Construction, lui aussi, il y a des valeurs qui ont été calées pour les maisons individuelles, les immeubles collectifs, il y en aura pour les écoles, les bureaux, etc. Et ce sont des valeurs, on va dire, génériques, moyennes sur tout le territoire. Et ensuite, on va moduler ces valeurs en fonction de la surface de comble, c'est toujours pour les maisons individuelles, la surface totale pour tous les bâtiments, évidemment la zone climatique. Là, on va moduler la valeur max à ne pas dépasser en fonction des infrastructures, parce que
il se peut que dans certains programmes, on ait des infrastructures qui soient imposées. Et donc, effectivement, si on a par exemple à avoir beaucoup de terrassements, des fondations profondes, etc., donc beaucoup de béton, évidemment, ça va générer beaucoup de carbone. Et donc, on ne pourrait pas avoir les mêmes exigences sur un bâtiment avec de faibles infrastructures et un bâtiment qui en a, de nombreuses ou importantes. Et on ne peut pas avoir la même exigence carbone. Voilà, des modulations en fonction des VRD, là aussi, et puis des modulations en fonction de la part des données environnementales par défaut. C'est-à-dire que plus on utilisera de valeurs par défaut, moins ça sera exigeant, moins le IC construction sera exigeant. C'est-à-dire qu'on ne va pas pénaliser des gens qui utilisent beaucoup de valeurs par défaut, car on va accompagner effectivement la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre à découvrir le carbone. On va les prendre un petit peu par la main et puis on va leur dire, écoutez, bon, si vous ne pouvez pas aller fouiller dans les DES et les PEP tout de suite, vous ne comprenez pas bien, etc. Et puis il y en a peu en plus. Eh bien, si vous prenez beaucoup de valeurs par défaut, on ne va quand même pas vous pénaliser. Déjà, vous faites un bilan carbone, c'est pas mal dans une première phase. Voilà. Moi, j'essaie de traduire ça très concrètement. Voilà. Alors, il y aura des pondérations donc, pour tous ces constructions. Alors, selon une méthode dynamique sur 50 ans. C'est-à-dire que ce que je vous ai très rapidement cité tout à l'heure, les analyses de cycle de vie, bon, c'est une méthodologie reconnue au niveau européen. Eh bien, là, la France a inventé un truc en plus, c'est la méthode dynamique. C'est-à-dire que finalement, la quantité de carbone émise en 2022 sur un bilan sur 50 ans est considérée comme n'ayant pas le même poids carbone que du carbone émis en 2032, 2037, 2041, etc. Plus on va émettre du carbone dans le futur, moins ça a de poids aujourd'hui sur le poids carbone. Une sorte de coefficient dégressif caractérisant le futur. Voilà. Plus on s'éloigne dans le futur, moins ça a de poids aujourd'hui. Un peu comme le coût global actualisé lorsqu'on actualise des coûts futurs. Voilà. Et donc, il y a donc toute une série de paramètres, et vous voyez que finalement, on a, alors pour les fluides frigorigènes, c'est un peu particulier, mais on a un coefficient de pondération général. Vous voyez ici, si j'émets en 2050 1 kg de CO2, eh bien, il pèsera aujourd'hui à peu près 0,57, 570 grammes de CO2. Voilà. Et donc, chaque année, comme on fait le bilan sur 50 ans, eh bien, voilà, à l'année N, on va avoir donc des émissions de carbone qui seront pondérées par un coefficient minorateur. Alors, je ne vous explique pas le pourquoi. L'idée principale, c'est de donner un bonus encore supplémentaire, un deuxième levier pour utiliser des matériaux à faible émission ou à stockage de carbone immédiatement. Voilà. Mais effectivement, on se tire une balle dans le pied sur d'autres aspects, par exemple le réemploi, par exemple le recyclage, qui seront du coup minorisés. Là, je vais aller beaucoup plus vite parce que là, c'est toute une série de chiffres et les chiffres en soi n'ont pas d'intérêt. Bon, c'est juste, je vous affiche ici les valeurs pivots qu'on trouve dans le décret. Pour l'instant, pour la maison individuelle et le logement collectif, vous voyez que sur les bureaux et l'enseignement, pour l'instant, les cases sont vides. Elles sont encore en débat, en discussion. Et puis surtout, on voit ici l'évolution de l'exigence sur les impacts carbone-énergie. Vous voyez, donc on a à partir du 1er janvier 2022, dans 3 mois, il faudra appliquer ces valeurs. Et puis à partir de 2025, ces valeurs. Et à partir de 2028, ces valeurs. Alors quand on regarde un petit peu la progression ici, on constate que sur la maison individuelle, eh bien, voilà, il n'y a pas de progression. C'est-à-dire que là, ça fait mal tout de suite. On est à une valeur très faible. Oui, d'ailleurs, en comparant, on ramène au mètre carré. Hein. C'est du mètre carré habitable. Vous voyez, la maison individuelle et le logement collectif. 160 pour la maison individuelle, 560 pour les immeubles collectifs. Alors pourquoi est-on aussi laxiste sur les immeubles collectifs? Simplement parce que pour l'instant, le marché de l'immeuble collectif neuf est massivement traité par du gaz. Voilà. Et lorsque on applique les coefficients d'équivalence de la méthode réglementaire, on constate effectivement que ces bâtiments sont beaucoup plus émetteurs. Le IC énergie est beaucoup plus important lorsqu'on utilise du gaz que si on utilise, par exemple, au hasard, de l'électricité. Voilà. Et donc, ici, on a des valeurs un petit peu conservatoires pour ne pas choquer
dans les 3 mois à venir, les promoteurs, les bailleurs sociaux, etc. Bon, bref. OK. Mais à partir de 2025, vous voyez que le 560 va devenir, alors selon qu'on est en réseau de chaleur urbain, là c'est pour forcer les gestionnaires de réseaux urbains à utiliser des énergies en amont de plus en plus vertueuses, de plus en plus d'énergie renouvelable, et surtout, lorsque l'immeuble n'est pas connecté à un réseau de chaleur, eh bien, à partir de 2025, eh bien, on ne pourra plus installer une seule chaudière murale ou une chaudière collective, ça sera compliqué, chaudière collective, dans des immeubles collectifs neufs, dans une construction d'immeubles. Donc c'est assez violent, et ça, la ministre de l'écologie l'a affiché en disant il faut arrêter d'utiliser des énergies fossiles. Sur le principe, elle a parfaitement raison. Maintenant, qu'est-ce qu'on met à la place? Alors, on va mettre à la place des systèmes électriques, très clairement. Et vous avez vu comme l'électricité est bonifiée dans le cadre réglementaire. Donc là, c'est un tapis rouge qu'on déroule devant l'électricité. Ce tapis rouge avait été rangé dans la 2012. La 2012 était très favorable au gaz et très défavorable à l'électricité. Et là, c'est un retournement de situation, un virage à 180 degrés. Mais on adore faire des virages à 180 degrés en France. Voilà. Alors, vous avez en IC Construction la même chose, une évolution sur l'impact carbone de la construction, c'est-à-dire sur les composants, etc. Donc, vous voyez là encore, ici, des baisses tout à fait sensibles. En 10 ans, eh bien, on vise à diviser par 3 l'impact carbone des constructions, de l'IC Construction, disons par 3 en 10 ans. Ça veut dire que, petit a, de plus en plus d'industriels vont fournir des FDES et des PEP, c'est-à-dire qu'on abandonne petit à petit les données environnementales par défaut, les fameuses DED qui sont très pénalisantes, et que d'autre part, effectivement, non seulement les industriels fournissent des informations, mais font évoluer leurs produits. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fabriquent des matériels, des produits, des systèmes de moins en moins carbonés, sur toute la chaîne, sur tout le cycle de vie de leurs produits. Donc c'est affiché, donc ils le voient, et ils connaissent aussi leur trajectoire. Alors, bien évidemment, les pouvoirs publics se donnent le droit de la revoyure, c'est-à-dire que ce sont des trajectoires ici qui sont peut-être trop laxistes, ou au contraire trop dures. Et donc, avec la revoyure, eh bien, on aura le droit de tordre dans un sens ou dans l'autre cette belle trajectoire. Nous verrons dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Ça va dépendre du politique, ça va dépendre aussi des lobbies, bien évidemment. Donc, il y a une sacrée bagarre ici qui s'annonce dans les 10 ans à venir. Voilà ici une formule, donc je vais très vite, hein, vous regarderez ça. Voilà. Ah, et je termine sur le confort d'été. Et là, comme d'habitude, j'ai débordé un petit peu. Mais enfin, j'espère que je ne vous saoule pas trop. Alors, sur le confort d'été, on abandonne la TIC. Alors là, je pense que quasiment tous les membres de l'ICEB, même les avocats, mais au moins les architectes et les ingénieurs connaissent le diagramme de Bragger, qui est un outil d'aide à la conception tout à fait sympathique. Ce diagramme est très, très simple dans son principe. Vous avez en abscisse les températures extérieures, vous avez en ordonnée les températures intérieures dans le bâtiment. Eh bien, lorsqu'on fait des calculs, par exemple des calculs heure par heure, des simulations thermiques dynamiques, on peut donc corréler à chaque heure une température extérieure et une température intérieure. Et donc, ça donne un point sur ce plan. Par exemple, je prends ce point ici, là, je ne sais pas si vous le voyez, là, je l'entoure avec ma souris. Là, ici, on a 1 heure dans l'année sur ce projet-là, bon, où effectivement, on a une température extérieure qui doit être à 23 pour ici une température intérieure à 21. Si vous faites le calcul sur toute l'année, avec un pas de temps horaire, vous avez 8760 points sur ce plan. Et on voit tout de suite, comment dire, une sorte de signature du confort macroscopique sur toute l'année. C'est très visuel, très graphique. Et donc, on voit par exemple immédiatement que ce bâtiment est chauffé à 19 degrés. Il n'y a aucun point sous les 19 degrés lorsque la température extérieure correspond à des températures diverses, des périodes de chauffage. Voilà. On voit bien que ce bâtiment, par exemple, n'est pas climatisé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des points qui dépassent, qui peuvent atteindre 30 degrés, etc. Donc, ce n'est pas dramatique. Hein. Et vous voyez ces 2 lignes brisées ici, ce sont 2 lignes brisées qui correspondent à une zone de confort, ici en fourchette de température. Et ces fourchettes de température, par exemple, sont définies par des normes européennes. Et vous avez ici des fourchettes de température lorsqu'il fait très froid à l'extérieur et des fourchettes de température lorsqu'il fait très chaud à l'extérieur qui sont différentes. C'est-à-dire que les usagers ont des capacités auto-adaptatives, c'est-à-dire qu'on supporte des températures intérieures plus élevées l'été dans un bâtiment
et des températures plus fraîches l'hiver dans ce même bâtiment. Et donc, cette faculté d'auto-adaptation ici est traduite dans ce graphique par ces lignes brisées. Et finalement, il faudrait idéalement que tous les points soient situés entre ces deux lignes brisées. On voit qu'il y a quelques heures durant lesquelles les gens risquent d'avoir un peu froid, peut-être en mi-saison, voilà. Et puis surtout d'avoir très chaud en été, et peut-être en mi-saison aussi d'ailleurs. Voilà. Et donc, à partir du moment où on fait un calcul réglementaire au pas de temps horaire, eh bien, on peut, sur un projet, avec le fichier météo réglementaire, faire ce calcul et avoir ce nuage de points, ce fameux diagramme de Braguer. Et donc, on peut comptabiliser le nombre de points qui dépassent cette fameuse ligne brisée. Chaque point qui dépasse la ligne brisée exprime une heure durant laquelle on est en inconfort. Alors, on pourrait, comme ça, compter le nombre de points et avoir le nombre d'heures d'inconfort. Mais on va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'une heure, par exemple, nous sommes par exemple à 20 degrés, à 20 degrés ici, l'inconfort commence dans le bâtiment à 27 degrés. C'est-à-dire que pour toutes les températures au-delà de 27 degrés, lorsqu'il fait 20 à l'extérieur, on considère que c'est une heure d'inconfort. Mais par exemple, si on est à 28, c'est une heure d'inconfort. Si on est à 33, c'est aussi une heure d'inconfort. Mais vous imaginez bien que 28 et 33, ça n'est pas ressenti de la même façon par les occupants. C'est-à-dire que durant cette heure d'inconfort, on a un inconfort plus violent à 33 qu'à 28. Et donc, on va pondérer chaque heure d'inconfort, chaque heure de dépassement de la température ici du confort, par le delta entre cette température et la température dans le bâtiment. Donc, on va obtenir non pas des heures, mais des degrés-heures. Donc, à chaque point, on pourra affubler des degrés-heures, chaque point qui dépasse effectivement la fameuse ligne brisée. Et donc, c'est ce nombre de degrés-heures qui va être calé au niveau réglementaire. C'est-à-dire que pour les logements, pour les bureaux, pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les médiathèques, etc., on va avoir des bâtiments types et on va prendre ces bâtiments types, on va les balader dans les 8 zones climatiques et puis on va regarder un petit peu comment ça se débrouille. En fait, on ne va pas trop se balader parce que finalement, ce calcul, il va se faire justement avec une météo caniculaire. Parce que finalement, qu'il y ait une canicule à Nice, à Brest ou à Strasbourg, le ressenti sera aussi violent. Et après, il y a les problèmes statistiques, bien entendu, d'apparition de ces canicules. Mais en tous les cas, on prendra un été caniculaire. Vous avez ici, par exemple, le calcul va se faire sur 2 mois, vous voyez, sur la période juillet-août. Vous avez ici, par exemple, les amplitudes de température durant ces 2 mois, jour-nuit, sur une année moyenne, une année moyenne de la période 2010-2020. Et vous avez ici la période caniculaire en rouge. Donc, vous voyez, le fichier météo n'est pas le même. Donc, ça sera assez violent. Et donc, même si le calcul est très conventionnel, on aura une image du confort d'été un peu plus réaliste, un peu plus physique qu'avec la fameuse TIC de la RT 2012. Donc, c'est un vrai progrès de ce point de vue-là. Voilà, vous regarderez en détail, si vous voulez, ce slide. Simplement, le principe est qu'il a été déterminé pour l'habitat un seuil bas, c'est-à-dire si on est à moins de 350 degrés-heure, on considère que la maison individuelle ou l'immeuble collectif sont conformes à la RE 2020 du point de vue du confort d'été. Voilà. Et si on dépasse 350, alors là, il va se passer des petites choses. On va définir un autre seuil, qui va être un seuil haut. Voilà. Et ce seuil haut va ici être rédhibitoire. C'est-à-dire que si on est en deçà de 350, on est réglementaire, ok, c'est bon. Si on est au-delà de ce seuil haut, on est vraiment non réglementaire. Il faut revoir sa copie. On ne peut pas laisser le projet en l'état. Ce projet n'est pas conforme. Voilà. Si on dépasse le seuil haut. Alors, ce seuil haut, eh bien, il va dépendre d'un certain nombre de petits facteurs. Alors, il va dépendre de la catégorie d'été. Donc, si on est CE2, c'est-à-dire, alors, CE2 au sens de la RE 2020, c'est 3 choses. Il faut que le bâtiment soit climatisé. Si pas, le bâtiment est CE1. Donc, il faut qu'il soit climatisé, qu'il soit dans la zone sud-est de la France, donc la zone H2D ou la zone H3, voilà. Et en plus qu'il y ait un environnement extérieur très sonore, très, très bruyant, qu'on soit donc en zone BR2 ou BR3. Il faut donc ces 3 critères pour être CE2 et donc pour avoir le droit à consommer un peu plus en clim. Voilà. Mais on fait aussi le calcul des
du confort d'été hors clim. Voilà, et sinon, si un des trois critères ici n'est pas respecté, on est catégorie CE1, c'est-à-dire que dans la très grande majorité des projets qui seront construits en France, on sera catégorie CE1. Voilà, et donc vous voyez ici, le seuil haut, c'est 1250 pour la maison individuelle et c'est 1250, ou bien il y a des petites nuances pour les immeubles collectifs, vous regarderez ça. Donc, si on est en deçà de 350, conformité. Si on est au-delà du seuil maximum, non-conformité. Et si on est entre les deux, si on est entre les deux, que se passe-t-il? Si on est entre les deux, on peut être en conformité, mais le projet va être pénalisé du point de vue des consommations d'énergie. Et aussi, donc, sur l'impact carbone-énergie. C'est-à-dire qu'on va rajouter des kilowattheures fictifs supplémentaires au projet, et ces kilowattheures fictifs supplémentaires seront proportionnels au nombre de degrés-heure de déplacement par rapport à 350. Et on a ici un truc, une droite toute bête. Hein. Voilà, on dépasse 350. Si on est à 600, on rajoutera X kilowattheures. Si on est à 1000, on rajoutera Y kilowattheures, le Y étant supérieur à X. Voilà. Et la traduction de ça, c'est simplement le fait de se dire, voilà un bâtiment qui est au-delà du seuil bas, donc il est possible que dans quelques années, ce bâtiment soit climatisé après coup. Et donc, on dit, voilà, on prend en compte des consommations supplémentaires. Voilà. Alors, résultat des courses, si vous ajoutez les kilowattheures à votre projet, vous pouvez ne plus être conforme sur les CEP NR, sur le CEP et sur le IC Énergie. Si vous êtes encore conforme malgré cette pénalisation, votre projet est conforme. Mais attention à ne pas dépasser les consommations d'énergie avec cette pénalisation. Voilà. Alors cette pénalisation, ça a été vérifié aussi, c'est une pénalisation correspondant à des kilowattheures de clim futurs, probables, mais des consommations qui restent quand même inférieures à une consommation de clim réelle très performante. Parce que vous imaginez, si la pénalisation donnait des kilowattheures supérieurs à une clim performante, tout le monde mettrait une clim. Voilà. Alors, et je termine là-dessus. Donc, le confort d'été, donc c'est le calcul que vous avez vu. Alors, voilà ici un autre tableau. Alors, ce tableau-là, il va peser très lourd dans vos futurs projets. C'est un tableau que certains connaissent bien. C'est le tableau qui donne le facteur solaire le facteur solaire d'une paroi, d'une fenêtre, enfin d'une paroi vitrée en particulier. C'est le rapport entre l'énergie solaire incidente et l'énergie solaire que in fine, la fenêtre laisse passer à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Plus le nombre est important, plus on se rapproche de 1, plus il y a de chaleur solaire qui traverse la paroi vitrée, et inversement. Donc, plus un facteur solaire est faible, moins il y a de chaleur qui rentre dans le bâtiment par la fenêtre. Donc, vous avez ici des facteurs solaires de référence qui permettaient de calculer la fameuse tic de référence, c'est-à-dire la tic qui va être comparée à la tic de votre projet. Et donc là, il y a une certaine logique, je n'ai pas trop le temps de développer, je pense que certains d'entre vous connaissent très bien cette logique. Voilà. Mais donc, c'était simplement indicatif, c'est-à-dire qu'on donnait ce tableau en disant, voilà les hypothèses pour calculer tic ref. Pour le projet, on faisait ce qu'on voulait. L'essentiel, c'était que tic, globalement, soit inférieur à tic ref. Tic ref calculé avec ces valeurs. Aujourd'hui, dans la RE 2020, ces valeurs-là ne sont pas des valeurs indicatives, ce sont des valeurs impératives. C'est-à-dire qu'il faut que dans votre projet, fenêtre par fenêtre, et selon la situation, la zone climatique, selon la zone de bruit, etc., eh bien, le facteur solaire de votre baie vitrée ne dépasse pas ces valeurs. C'est un impératif, c'est un garde-fou. Si vous dépassez ces valeurs, votre projet n'est pas conforme. Donc ça, c'est extrêmement exigeant. Et puis, alors, ça a moins un intérêt, c'est que c'est simple. Il n'y a pas besoin de faire des calculs très compliqués. Il faut déjà à minima vérifier ça paroi vitrée par paroi vitrée, sachant que lorsqu'on parle d'une paroi, du facteur solaire d'une paroi vitrée, on prend évidemment tout en compte sur cette paroi vitrée. La nature des vitrages, la proportion de menuiserie par rapport à la surface de vitrage, d'autres éléments, et évidemment toutes les occultations, stores, etc. Et puis aussi tous les masques proches, les masques proches du bâtiment. Alors, j'ai une petite interrogation sur les masques lointains. Bon. Mais au moins, les masques proches sont pris en compte. Voilà, et donc je termine là parce que j'ai été vraiment trop bavard. Et vous avez ici deux tableaux qui résument un peu toutes les exigences donc,
qu'on calcule et qui sont exigés, et tous les calculs qui ne sont juste qu'affichés pour les 4 procédures, l'ART 2012, encore en vigueur, et qui sera encore en vigueur pour le tertiaire pendant plus d'1 an encore, le label BPOS Finergie de 2013 qui a été actualisé en 2017, le référentiel le plus C- et l'ARE, que j'ai appelé 2022, voilà, donc l'ARE 2020. Voilà, donc pour les grands postes de consommation et pour un certain nombre de critères. Voilà, j'en ai terminé. Désolé d'avoir été encore une fois de plus aussi bavard. Mais Voilà. merci Ah oui, beaucoup. j'avais ça, mais bon, ça c'est les principaux chantiers en cours. Bon, il suffit de lire. On arrête. Eh ben, merci beaucoup Bernard pour toutes ces informations. Il y a eu quelques questions dans la discussion. Je ne sais pas si les personnes qui les ont posées veulent prendre la parole. Par exemple, Marc, tu posais une question intéressante, je pense, sur les puits canadiens, un peu en lien aussi avec la question de Catherine pour les degrés-heures. Mais la question de Marc, je ne sais pas si Marc, tu veux prendre la parole, mais l'idée, c'était de dire, on fait un puits canadien, on va creuser du coup dans le terrain, on va terrasser un peu. Aujourd'hui, est-ce que ça, c'est pris en compte dans le calcul carbone ou pas? Parce que comme le périmètre s'est restreint, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, ça va, voilà, est-ce que c'est un système, donc c'est pris en compte parce que c'est un système pour le bâtiment, ou alors est-ce que ce qui se passe au niveau de la parcelle ne rentre pas en compte là-dedans? Est-ce que toi, tu as la réponse, ou est-ce que quelqu'un qui est présent peut prendre la réponse? Alors voilà, là, on est dans la partie échange, débat. Donc voilà, maintenant, ceux qui veulent, voilà, enfin, Bernard, évidemment, à la main, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, l'idée, c'est que ce soit vraiment un échange. Voilà. Si un joker veut répondre, je veux bien, mais s'il n'y a pas de joker, j'essaierai de donner des éléments de réponse. Non, parce que la question, Bernard, c'était que dans le cadre de plus c'est moins, puisque nous, on est dedans depuis un certain temps, non seulement tous les VRD s'appliquent, mais aussi les puits canadiens, donc qui font partie des VRD. Donc là, est-ce qu'on peut tracer une limite un peu claire pour nos auditeurs est-ce que tu peux la tracer ou pas la tracer? Et quand même, avant tout, je voudrais te dire vraiment, Bernard, t'es génial. Voilà. Ah, ça y est, j'ai une cheville qui vient d'éclater. Bon, je peux essayer de te répondre en disant la chose suivante. Je ne suis pas sûr de ma réponse, hein. Les puits climatiques sont pris en compte dans le calcul, dans le calcul des consommations. Les puits climatiques sont pris en compte aussi dans le confort d'été. Dans le confort d'été, il y a pas mal de choses qui sont prises en compte, la végétalisation des toitures, les aspects traversants des espaces. Donc, effectivement, si on a un espace traversant avec du BR1 des deux côtés, eh bien, effectivement, a priori, dans les algorithmes de calcul, c'est pris en compte, la possibilité de faire la ventilation transversale. Je crois d'ailleurs que Alain m'avait posé la question, et effectivement, là, je peux effectivement lui répondre positivement. Et pour les pluies climatiques, à partir du moment où on prend en compte les consommations d'énergie ou les économies d'énergie issues de ce système, il faut prendre aussi en compte, il faut faire le bilan carbone du puits climatique. Voilà. Donc, effectivement, tout ce qui est terrassement, effectivement, c'est pris en compte. Mais alors, du coup, ça veut dire que, par exemple, dans un terrain où on a des VRD, on ne va prendre en compte maintenant, on ne va prendre en compte que dans les VRD que ce qui est directement utile au bâtiment. C'est ça qu'il faut comprendre, Bernard? Oui, oui. Mais ce qui est directement utile au bâtiment, bah oui, il peut y avoir effectivement le puits climatique, il peut y avoir aussi la flotte. Hein. Ouais. Il ne faut pas oublier que dans les analyses de cycle de vie, hein, il y a quatre composantes qui sont prises en compte. Hein, l'énergie consommée par le bâtiment, les produits de construction et d'équipement, le chantier et les consommations d'eau. On retrouve tout ça dans l'ARE 2020. Merci Bernard pour ta réponse. Oui, merci beaucoup Bernard, et puis merci bien sûr pour l'ensemble de l'intervention. Je ne sais pas si je l'ai dit, au pire je le redis. Il y avait une autre question concernant le titre 5, c'était une question d'Eyman Daoud qui demandait est-ce que les titres 5 valables en RT 2012 seront toujours valables en RE 2020? Est-ce qu'il y a des équivalents prévus? Oui, il y aura des passerelles forcément parce que
bien évidemment, tous ces titres 5 ont été calés avec des hypothèses, hein, les hypothèses RT 2012. Comme beaucoup d'hypothèses ont changé, en particulier les hypothèses climatiques, quand vous avez un titre 5, par exemple, avec un capteur solaire, vous imaginez bien qu'il va falloir quand même refaire le calcul avec une nouvelle donnée climatique et les hypothèses, d'autres hypothèses encore qui ont varié dans la méthode de calcul. D'ailleurs, méthode de calcul, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés visiter l'arrêté qui est sorti le 4 août. Je crois que ça fait encore à peu près 1300-1400 pages. Voilà. Donc, vous avez de belles nuits devant vous. Et quand tu dis qu'il va y avoir des équivalents, est-ce que les constructeurs vont être prêts pour le premier, d'ici, il faudrait qu'ils soient prêts dès maintenant, parce que la RE 2020, elle va s'appliquer aux PC déposés avant le 1er janvier 2022 pour les logements, mais 23. Ouais, c'est une vraie question. Il y a la période transitoire ici, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas dans les 3 mois à venir que tous les titres 5 vont pouvoir être actualisés au 1er janvier, ça c'est clair. Sachant qu'il y a un certain nombre de titres 5 qui correspondent à des systèmes qui ne sont pas dédiés à l'habitat, donc ça laisserait 6 mois de plus, mais ça ne change pas le problème. Là, franchement, je ne sais pas comment le ministère va se dépêtrer de cette mécanique. Il n'est évidemment pas simple. Il faut quand même aussi savoir que les titres 5, un peu comme les FDES ou les PEP, n'ont pas une durée de vie illimitée. Voilà. Et de toute façon, les produits en plus industriels évoluent. Donc, très clairement, un industriel qui a obtenu un titre 5 sur un de ces systèmes, il l'a obtenu en 2014. Entre 2014 et 2022, il va se passer 8 ans, il ne vend plus le même produit. Le produit a évolué, il est sûrement plus performant, peut-être moins cher. Et donc, il y a tout intérêt, effectivement, à actualiser son propre titre 5. Pour ça, c'est une question qu'il faudrait peut-être poser. Par exemple, Nathalie Chang est assez pointue en la matière, puisqu'elle fait encore partie de la commission titre 5. Alors peut-être que ça a été discuté au sein de cette commission pour savoir comment seront gérés tous ces titres 5 dans le très proche avenir. En tout cas, si des gens qui nous écoutent ont la réponse, encore une fois, n'hésitez pas à prendre la parole. On a des questions sur les facteurs solaires. Catherine demandait si les facteurs solaires valent pour les logements, et si oui, donc moi il me semble que oui. Et si oui, quelles sont les pièces considérées comme occupation passagère? C'est une question. Effectivement. Et puis une autre question sur les facteurs solaires. Est-ce que les limites sur les facteurs solaires donnés tiennent compte de l'occultation ou pas? Donc, moi, il me semble que oui, c'est les facteurs solaires donnés. Tu m'avais dit que c'était bien l'occultation. Par contre, tu vas peut-être nous le redire. Je crois que les masques ne tiennent pas en compte parce que, bien sûr, on peut faire tomber un bâtiment ou reconstruire un nouveau, etc. Mais voilà, ça, tu vas nous le redire. A priori, tous les masques proches, les casquettes, les joues. Oui, donc casquette, jouets de bâtiment, protection solaire rapportée. Pour bâtiment, c'est fait en compte. Voilà. Donc tout ce qui est architecturé, entre guillemets, oui. en compte. Alors maintenant, je ne serai pas aussi affirmatif sur le végétal. On peut aussi, évidemment, traiter le confort d'été, heureusement, et il faudrait le faire avec du végétal sur la parcelle. Donc là, je ne sais pas, je n'ai pas pu rentrer, je n'ai pas eu l'occasion de rentrer dans la méthode de calcul. Il faut vraiment aller fouiller dans l'arrêté pour savoir finalement quels sont les paramètres qui sont pris en compte ou pas. Il va falloir faire vraiment il va falloir analyser tout ça, sachant encore une fois que le CSTB a travaillé à vue, c'est-à-dire qu'il a fait évoluer sa méthode de calcul au fur et à mesure. Il y a eu X versions, X bugs, Y bugs, et je ne sais pas du tout dans quel état est le moteur de calcul. Normalement, il est conforme aux algorithmes écrits dans l'arrêté, mais personne n'est capable de dire à combien de pourcents près. Au niveau des pièces à occupation passagère, il me semble qu'avant, en tout cas dans la RT 2012 et puis même dans les certifications HQE qui s'appuyaient là-dessus, les pièces à occupation passagère, c'est inférieur à une demi-heure de présence. C'est genre les toilettes ou les circulations, ce genre de choses, il me semble. Mais les salons, les chambres, les cuisines, bon, salon-chambre, c'est pas passager, je pense. Cuisine, je ne sais pas. Cuisine, non, c'est pas passager. Bon, Sarah, qui a l'air d'être un petit peu au courant, confirme. Oui, complètement. Pour moi, en fait, c'est les valeurs qu'il y avait déjà dans le référentiel CERCAL. Donc, les pièces à occupation passagère, c'est voilà, les couloirs, les WC, les salles de bain. Les cuisines, pour moi, n'en font pas partie. Et à ma connaissance,
le facteur solaire, c'est après application de la protection solaire, ce qui fait que, par exemple, si sur un séjour, on décide de ne pas mettre 2 volets, il va falloir avoir un vitrage avec un très bon facteur solaire. Donc, ça encourage à mettre en fait des occultations sur les séjours, par exemple. Et je pense que, par exemple, si tu dis, tu ne pourras pas non plus dire, on va mettre des très jolis rideaux bien blancs, ça ne marchera pas non plus, bien sûr. C'est vraiment… Non, voilà. Enfin, encore que s'ils étaient livrés avec l'opération, il y a peut-être moyen de travailler ça comme un store, en fait. Mais dès lors que c'est considéré comme du mobile et changeable facilement par l'utilisateur, non, ça ne fonctionne pas. Et pour les masques, je te rejoins aussi. Pour moi, une casquette fixe au bâtiment, oui. Par contre, un bâtiment en face ou même un arbre, je ne pense pas qu'on puisse les mettre dedans parce qu'effectivement, n'importe qui peut le faire sauter à n'importe quel moment. Ouais. Et alors, du coup, moi, c'est vrai que là, je me pose un petit peu la question. Ça rejoint ce que disait Bernard. Pourquoi est-ce que… du coup, on ne prend pas en compte la végétation, l'arbre qui est sur la parcelle. Ça, c'est pas non plus pris en compte ni dans le facteur solaire, ni dans le degré, le DH, alors qu'on sait pourtant que cette couche de végétation, elle est essentielle dans le confort d'été, n'est-ce pas? Oui, mais l'arbre, il peut mourir facilement. Voilà. Et les gens continuent de vivre dans le bâtiment, par contre. Voilà, peut-être que les arbres le prennent en compte, hein, mais bon, il n'y a pas grand-chose dans la RT qui favorise les arbres, donc je vois bien le truc. Et puis, ça nous obligera à rentrer les arbres à feuilles caduques, non caduques. Oui, puis il faut quand même aussi se dire, à partir du moment où la réglementation ne prend pas en compte les arbres, cette réglementation est très conservatoire. Il faut y arriver sans arbres. Alors, s'il y en a, tant mieux. Tant mieux. Mais il faut bien effectivement séparer la réalité et la réglementation. Donc, on a une réglementation qui pousse effectivement, même s'il n'y a pas d'arbre, même si l'arbre est fauché par la foudre ou par une tornade, eh bien, le bâtiment va continuer à fonctionner. Finalement, c'est pas mal. Mais effectivement, la réglementation n'incite pas à mettre du végétal. Et puis en plus, si on imagine qu'on construit un bâtiment et qu'on plante un arbre au même moment, bon, le rez-de-chaussée, si on plante un arbre de moyenne ou grande hauteur, ok, il aura son facteur solaire amélioré, mais pas les niveaux supérieurs. Et on ne peut pas considérer que l'arbre va forcément grandir et donc améliorer les étages supérieurs dès le départ de la construction. Donc, vu qu'on fait une ACV, une étude thermique à l'instant T de la construction du bâtiment, pour moi, si on prend un arbre existant, il y a le risque qu'il tombe, voire qu'il tombe pendant le chantier. Et si on ne peut pas considérer la pousse future d'un arbre. Moi, je commence à vous dire bande d'ingénieurs. Non, mais attends, de ne pas compter les arbres à feuilles caduques, non, mais c'est dramatique. Non, mais il y a tellement de choses dramatiques, Marc. Bernard, ça doit être ton prochain chantier, je te le dis tout de suite. Hein. Sinon, on ne t'adresse plus la parole. Hein. Cause perdue, cause toujours, parce que tu ne peux pas. C'est-à-dire que si tu veux absolument que la réglementation décrive la réalité, c'est un fantasme total. Il faut vraiment découpler les choses. La réglementation, c'est de la paperasse, c'est administratif, c'est hyper conventionnel et ça pousse à ne pas faire trop de catastrophes. Alors, si effectivement la réglementation oublie les arbres, eh ben, s'il y a des arbres, la réalité sera encore meilleure. C'est très bien. Je sens que les ingénieurs n'ont pas lu tous les derniers livres de ces dernières années. Mais enfin, bon, c'est pas grave, on leur offrira. Il y aurait pu avoir un intermédiaire qui serait de prendre en compte quand même le fait que la parcelle n'est pas imperméabilisée, d'avoir un parking ou d'avoir du perméable devant sa fenêtre. On ne préjuge pas du fait qu'il y a un arbre qui pousse ou que c'est juste des fraises, mais je veux dire, il me semble que ça pourrait être un point important. Enfin, de toute façon, voilà, les sorties comme ça, donc c'est comme ça. Alors, on a une question économie. Peut-on estimer l'incidence sur l'augmentation du coût des projets de cette nouvelle réglementation au stade très amont de la détermination du budget prévisionnel? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte de ça, peut-être par rapport au retour d'expérience qu'on a sur E plus C-, même si ce n'est pas vraiment comparable, mais est-ce qu'on peut estimer cette augmentation? Est-ce qu'il n'y a pas une moins-value finalement du fait que voilà, on va faire des choses très bien dès le début sur le plan architectural, qu'il y aura besoin de moins de systèmes, du coup ça va coûter moins cher? Qu'est-ce qu'on peut répondre, quel est ton avis là-dessus, Bernard? Bon, je vais me mouiller en disant pas grand-chose.
bon, déjà, il faut savoir que le calage des niveaux réglementaires a été fait effectivement pour essayer d'équilibrer les rapports de force de toutes les filières, de tous les lobbies, etc. Et évidemment, dans les équipes de détermination de ces niveaux réglementaires, il y avait des économistes, et plusieurs économistes. Et vous savez que si vous mettez 5 économistes dans la même salle, vous aurez 5 coups différents. Et donc, ils ont essayé de caler un peu les choses. Ils ont sorti des coûts, des surcoûts, hein, c'est-à-dire les surcoûts générés au moins au démarrage hein, de l'application de la réglementation, des surcoûts qui se baladent entre 3% et 10% dans les pires des cas, surcoûts largement critiqués par des filières qui disent les surcoûts c'est 20%, 30%. Il suffisait par exemple d'entendre certains acteurs comme par exemple les bailleurs sociaux, etc., qui montaient sur leurs grands chevaux sur la question des surcoûts. On va dire que c'est une chanson qu'on entend à chaque fois. Quels vont être les surcoûts? Mais à chaque fois, on ne se pose pas la question de surcoût par rapport à quoi. Voilà. Et il est très clair que une réglementation, si elle génère trop de surcoûts, bah, les gens ne l'appliquent pas. Et comme l'État a quand même relativement peu de moyens de coercition et de contrôle, bah, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, il faut quand même lisser les choses et prendre en compte déjà ce que font habituellement les gens. Alors là, on fait une photo, comment on construit en 2020, voilà. Et si on construit ça en 2020, on dit ça, c'est le zéro surcoût, voilà. Et c'est pas du tout le niveau RT 2012, déjà pour commencer. Et puis ensuite, la question justement des surcoûts. Il y en aura, il y en aura. Mais on voit bien que ces surcoûts sont liés évidemment au niveau d'exigence, ça a été calé, bien sûr, mais aussi au marché. Attendez, je ne vous apprends rien quand même. Quand le marché est tendu, et ben, quand les entreprises sont débordées, c'est curieux, mais là, les surcoûts augmentent, les coûts de construction augmentent. Et inversement, si on cherche des marchés, les coûts s'effondrent. Donc, on voit bien que là, comment dire, l'incertitude liée au marché est bien supérieure aux incertitudes des calculs prévisionnels, même grossiers, de calage de la réglementation. Donc, vraiment une réponse de Normand, ça dépend vraiment de trop de facteurs. Moi, je suis incapable de vous dire si on va générer des surcoûts ou pas. Si vous avez déjà l'habitude de faire performant, si vous avez un maître d'ouvrage qui joue le jeu depuis longtemps, qui fait du E plus C moins, qui fait du label, machin, etc., franchement, la RE 2020, ça va le faire rire, quoi. Ah ben, là, Bernard, tu ne peux nous faire plus plaisir parce que s'il y a bien un truc relatif, c'est bien le surcoût. Et nous, ça fait 15 ans qu'on vit avec des immeubles à coût constant, hein, finalement. Hein. Et en E4C2, même E4C2, c'est zéro. Dès lors qu'on le prend du bon côté, c'est zéro. Et Bernard, il y a une question, Bernard et Héloïse, il y a une question, moi, que j'insiste un peu sur cette question. Qui contrôle? Bah, comme d'habitude, ce sera comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est sûr que le ministère de l'écologie n'aura pas plus de moyens qu'il n'avait pour la RT 2012. Alors, qui contrôle? Alors d'abord, il y a le réseau CEREMA, donc les centres techniques qui dépendent directement du ministère, qui vont contrôler comme ça au hasard. Hein, ils prennent un papier dans le chapeau et crac, ils contrôlent. Mais évidemment, ils prennent très peu de papier parce qu'un contrôle sérieux, ça coûte cher, ça prend du temps. Et donc, le risque est faible. Maintenant, il suffit simplement de faire une photographie de la conformité de la RT 2012 déjà. Non, cette photographie, elle a été prise et elle a d'ailleurs donné lieu à des rapports officiels. Et on voit que la non-conformité, par exemple, est assez rare. Elle est très, comment dire, elle est très située hein, en statistique. Elle est très située. Elle est située essentiellement sur la maison individuelle en diffus et elle est située en plus sur ces maisons individuelles sur un poste particulier qui est la ventilation ou la qualité d'air intérieur. C'est là où, effectivement, on va avoir beaucoup de non-conformités. Par exemple, sur les maisons individuelles RT 2012, on peut avoir, par exemple, des niveaux de non-conformité sur ce poste-là, qui peut représenter les 2 tiers des constructions de maisons neuves. Et en immeuble collectif, on peut atteindre, je crois, 25%, quelque chose comme ça. Mais c'est un tout petit truc. Voilà. Mais sur le reste, sur les calculs proprement dit, etc., il y a finalement
n'y a pas besoin de tricher, quoi. Il n'y a pas besoin de tricher. Donc, non, mais il y a un truc qui m'épate, Bernard. Dans le tableau que tu as montré au tout début de ton intervention, avec les opérations E1, E1, E2, E3, E4, C1, C2, C0, C1, C2. Voilà, ce tableau-là. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'un seul pigeon qui a eu E4, C2? Parce que moi, le premier réflexe que j'aurais tendance à dire, c'est s'il n'y a personne qui contrôle, moi, je fais un truc en parpaing et le 4C2. Pourquoi il n'y a que des faillots, là? C'est quoi le problème? D'abord, il n'y a que des faillots, puis d'autre part, il y a aussi des faillots contrôleurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand même, tu avais Sequami, Cercal, Promotelec, machin, c'est-à-dire les certificateurs, en particulier des certifications HQE, qui là avaient pris une casquette, non pas de certification, parce que ce n'est pas une certification, hein, le label plus c'est moins, mais qui attestait effectivement du bien fondé du calcul du projet. Hein. Donc il y avait un contrôle. Pour obtenir ce label, il y avait des contrôles. D'accord. Dans le cas de la RE2020, il y en aura moins, c'est ça que tu veux dire? Évidemment, il y en aura moins. Il y en aura moins, ça va être comme dans la RP 2012, mais là encore, on peut prendre le paysage de tous les acteurs. Les bailleurs sociaux, ils sont réglementaires, parce qu'ils visent des niveaux bien plus élevés, et donc ils passent par effectivement des certifications, ils passent par des labels. Pour un bailleur social, c'est inscrit dans son ADN. Le montage financier d'une opération, c'est d'abord le label, parce que dans le label, il y a des subventions, des prêts aidés, etc. Donc ça fait très longtemps que les bailleurs sociaux sont bien mieux que réglementaires, et il y a des contrôles parce qu'il y a un certificateur derrière. Bon, un promoteur immobilier, s'il a pignon sur rue, il ne va pas s'amuser à faire du non réglementaire. Les risques sont trop grands par rapport à l'économie engendrée par ce genre de petits jeux. Hein, il aura vite fait de trouver là où les bonnes solutions avec des bureaux d'études un petit peu pointus qui lui permettra effectivement d'atteindre le niveau réglementaire, c'est-à-dire être. Bernard, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. E4C2, si j'ai bien compris, parce que, enfin, voilà, on en fait un petit peu, hein, je dis bien un petit peu, faut quand même construire en bois. Donc, un promoteur qui fait que du béton, 4C2 en béton, on est capable d'atteindre un 4C2 en béton sans tricher? Je t'arrête tout de suite. Le niveau Aéro 2020 est à des années-lumière du niveau 4C2. Je te rappelle que là, ce que tu vois, là, cette photo, correspond effectivement aux faillots, aux bons élèves. Là, maintenant, il s'agit de trouver la voiture balai qui fait qu'il n'y aura personne derrière cette voiture balai. Là, on est en train de parler non pas de 815 opérations ou de 6 930 logements, on est en train de parler de 350 000 logements, 400 000 logements par an. On est en train de parler de plusieurs millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires chaque année construits. Donc là, tout le monde doit passer à la moulinette. Donc il est clair qu'on ne va surtout pas s'aligner sur E4C2. Là, tu vois bien qu'en septembre 2020, parmi tous les faillots, il n'y en avait qu'un qui avait réussi ça. Parmi tous les faillots. Alors imagine, si je prends tous les architectes, tous les bureaux d'études, tous les maîtres d'ouvrage de France et de Navarre, c'est totalement infime. On va pas caler évidemment selon le niveau maximal le plus c'est moins, parce que déjà les gens qui visent ça n'y arrivent pas, hein, très majoritairement. Et on ne va pas non plus viser le centre du nuage, du référentiel le plus c'est moins, parce qu'encore une fois, c'est les faillots, c'est les bons là qui sont là. Là, on va s'adresser à tout le monde. Donc, il faut surtout pas se dire, oh, la RE 2020, oh, elle est vachement laxiste, elle est vachement en deçà de certains niveaux du référentiel le plus c'est moins. Mais évidemment, c'est en deçà. Parce que là, on s'adresse vraiment à tout le monde. C'est plus qu'on incite les bons à aller encore plus haut. Là, on incite les mauvais à atteindre un niveau minimum. C'est pas pareil. Et ça tire vers le haut. La réglementation, elle pousse par le bas. C'est pas la même chose, c'est pas le même moteur. Bon, j'arrête de t'embêter, Bernard. Merci pour tes réponses. Alors, je voulais juste compléter deux choses par rapport à la question avant sur les surcoûts. Il y a été mis sur le chat un rapport du Sénat, merci Renaud de Rien, qui explique qu'en fait, ça va augmenter environ de 3 à 4% pour les logements individuels ou les logements collectifs. Donc ça, c'est une étude du Sénat. Mais la moitié de cette augmentation, plus de la moitié, elle est liée à l'évolution liée au gaz. Donc, c'est vrai que forcément, comme on ne pourra plus trop avoir de chaudière gaz, ça va forcément entraîner des évolutions de pratiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a
les bâtiments, Sarah faisait remarquer que selon le moteur RE 2020, on arrive à faire passer les bâtiments sans grande difficulté. Je pense que peut-être le surcoût sera lié au fait que du coup, il va y avoir des émissions qu'on n'avait pas avant liées au carbone qui vont peut-être augmenter un peu les honoraires. Je ne sais pas comment ça va se passer pour les maisons individuelles qui devront faire ce calcul carbone qu'elles ne faisaient pas avant. C'est vrai que ça va augmenter un petit peu pour elles. Bon, effectivement. Et Catherine, alors il y avait une question intéressante, je pensais qu'on peut peut-être la poser maintenant. Mais juste Catherine faisait remarquer que avec les DH, les degrés heures, là, si on applique le truc un peu bêtement, on va orienter toutes les pièces au nord histoire d'éviter les protections solaires efficaces. Bon, je ne sais pas. Mais effectivement, on va fortement pénaliser le BBio, donc c'est vrai, je n'avais pas pensé, effectivement, c'est certain. Et il y avait une question un peu plus haut qui me semble intéressante, mais peut-être ça va faire une ouverture. Est-ce que la RE 2020 s'appliquera à la rénovation de logements anciens? Bon, tout de suite, je réponds tout de suite à cette question. Niet. La RE 2020, c'est construction. C'est que du neuf. Très clairement. La réglementation dans l'existant va probablement évoluer dans les années à venir, mais pour l'instant, le ministère de l'écologie veut terminer sa copie RE 2020 construction. Donc, ils ont encore du boulot encore pendant au moins toute l'année 2022, plus le label. Donc, ils vont probablement se mettre à table pour savoir comment améliorer les niveaux d'exigence, les niveaux minimaux d'intervention sur les bâtiments existants, mais à mon avis, ce n'est pas avant 2023-2024. Là, ce n'est que du neuf. Ou évidemment des extensions ou des surélévations sur les bâtiments existants. Et il n'y a que les parties surélevées ou les extensions qui sont soumises à cette RE 2020. Pas la partie existante. La partie existante, elle est soumise à, si on agit dessus, à la réglementation dans l'existant. Mécanisme complètement différent, exigences complètement différentes. Je voulais répondre aussi à la remarque de Catherine. Est-ce qu'on va mettre les vitrages au nord? Et pourquoi pas? De toute façon, déjà, mesdames, messieurs les architectes, mesdames, messieurs les ingénieurs, on vitre. Comment on oriente les vitrages? D'abord, on oriente les vitrages selon la vue. Voilà. On fait en sorte qu'effectivement, on ait un espace agréable et que lorsqu'on regarde l'extérieur, cet extérieur soit agréable à regarder. Ou bien si cet extérieur n'est pas trop bruyant, c'est-à-dire qu'on va mettre les fenêtres, on ne va pas les mettre sur le périphérique, même s'il y a une très belle vue. Ou alors, on va mettre des fenêtres très particulières. Donc, la question de le vitrage au sud est aujourd'hui une orientation dépassée. Il ne correspond plus, je dirais, à la fois à nos besoins, aux données climatiques et à ce qu'on sait faire. Mais je peux rassurer Catherine, lorsqu'on fait des tests de degrés heure, je dirais que c'est quand même relativement peu contraignant. C'est réglementaire. Et la réglementation ne pousse pas effectivement à mettre des vitrages au nord. Ça serait dommage. Si effectivement la décharge municipale est au nord, ça serait dommage d'être obligé de mettre les parois vitrées au nord pour être réglementaire. Non, c'est d'après effectivement les bureaux d'études qui ont mouliné les niveaux réglementaires, qui ont travaillé pour le DHUP et le ministère, je peux vous dire qu'à priori, tout le moins en immeuble collectif, je pense que c'est aussi vrai en maison, à part la zone H2D et la zone H3, c'est-à-dire la zone du sud-est, c'est très facile de ne pas dépasser les 350. C'est-à-dire que ça n'est pas très exigeant. Il n'y a pas besoin de mettre les vitrages au nord pour y parvenir. Même si la vue est belle au sud, vous allez vitrer au sud et vous arriverez quand même à passer sous la barre des 350 degrés heure, sans difficulté. Par contre, en H2 et en H3, là, ça va être très très difficile. Il faudra viser des logements traversants, des inerties importantes, brasser l'air, avoir des brasseurs, etc. Enfin, jouer sur un certain nombre de facteurs, si on ne veut pas climatiser, bien sûr, pour pouvoir effectivement ne pas dépasser ces fameux degrés heure. Ça, c'est beaucoup plus exigeant donc, dans le sud-est. On comprend un peu. Alors, une chose aussi, comme effectivement le BBio est quand même, les degrés heure, les fameux 350 sont finalement relativement laxistes quand on regarde un petit peu ce que ça donne en sensibilité, eh bien on se dit heureusement qu'il y a ce fameux tableau de garde-fou sur les facteurs solaires. Parce que lui, dis donc, il est exigeant. Alors, effectivement, Bernard, il n'est pas exigeant, je ne suis pas sûre. Tu peux revenir dessus?
Ouais, Justement, j'ai posté une question là-dessus. ok, allons-y. Ouais, regarde-moi le H1A, où est-ce qu'il est exigeant? Alors, bon, c'est à la fin. Voilà, pardon. Hop, Il est là. Alors, le H1A, oui. oui, il n'est pas très exigeant, mais en façade nord, en vitrage Mais non, nord. mais le H1A, c'est bien la première colonne. Oui, c'est Oui. pareil, quoi. Oui. Et donc, en fait, quand tu n'es pas nord, tu es 0,45. C'est ça l'exigence? Quand tu n'es pas au nord, tu as 0,45. Oui, Oui. c'est ça l'exigence. Tu appelles ça un facteur solaire, ça? Moi, Bah, j'appelle ça un vitrage courant aujourd'hui. bah, le double vitrage classique, il est autour de 0,6. Oui, oui, Hein. mais d'accord pour le logement, mais pour le tertiaire, ça va Ah, nous amener à dire qu'en fait, en H1A, plus besoin de protection solaire. C'est ce que ça va attention, nous amener, ce tableau. ça c'est pour du logement. Hein. Oui, mais même pour le logement, 0,45, ça veut dire que c'est un rideau intérieur. Tu es d'accord? Oui, 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 tout à fait. C'est Ouais. vrai. Donc, Pas ça veut dire oubliez mais toutes les protections solaires que vous mettiez sur les logements en H1A, oubliez-les. Puisque ni le facteur solaire, ni le DH, ni le DVR ne vont pousser à mettre des protections solaires. disons Donc, que c'est pas difficile d'obtenir le 0,45. Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, il y a plusieurs leviers. Hein. On peut aussi, ça prend en compte aussi les masques, etc. Ça prend en compte beaucoup de choses. On pourrait avoir effectivement une fenêtre très, comment dire, très claire. Hein. Enfin, des vitrages très clairs. Hein. c'est juste, voilà, je voulais juste que tu ne dises pas que c'est compliqué. Non, non, mais je dis que ça, Voilà. c'est plus contraignant que Et le surtout, ça va nous faire perdre tout ce qu'on a fait depuis 5-6 ans, qu'on pousse les promoteurs, les bailleurs, etc., à travailler la oui, façade. On va les perdre avec la RE 2020. Merci. oui, peut-être. Peut-être que ça reste trop laxiste. Peut-être qu'il aurait fallu renforcer certaines valeurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est plus exigeant, enfin, disons, c'est plus directement exigeant qu'un degré-heure qui mélange plein de trucs, qui a été calculé heure par heure avec, en prenant X paramètres. Et là, c'est encore plus mou, si j'ose dire. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'heureusement qu'il y a ça, disons que la ceinture est très très large, et là, c'est des bretelles très élastiques. Tu vois. Mais on a au moins les deux. Quoi. Mais effectivement, ça ne pousse pas à la vertu. Et il faut, encore une fois, ne pas oublier que la réglementation, elle n'est pas faite pour pousser à la vertu. Elle est faite pour éviter les gros chameaux. Oui, mais ça va tout l'argent qui est mis dedans pour sortir, Oui, pour pondre ce on voit, truc-là. mais tu as raison, il est possible. Ça serait intéressant d'ailleurs de voir s'il y aura des procédures de revoyure sur ces valeurs qui ont quand même été, qui existent depuis déjà un certain temps. Hein. On sait faire des fenêtres maintenant avec des facteurs solaires très bas et avec des facteurs de transmission lumineuse très élevés parce qu'il faut quand même bonifier, magnifier l'éclairage naturel. Et on a les produits pour. Donc on pourrait descendre beaucoup plus bas en facteurs solaires aujourd'hui. Je prends tu vois, les fameux Saint-Gobain, machin, ou les autres, hein, les concurrents. Hein, aujourd'hui, les vitrages avec des facteurs solaires qui sont à 0,25, 0,30, et avec des facteurs de transmission lumineux de 60%, 70%, qui est très, très, très largement suffisant. Donc des vitrages qui laissent vraiment passer la lumière et très peu de chaleur. Et c'est des vitrages standards. Hein, je veux dire, la plupart d'entre nous, on les connaît. Ça a été d'abord utilisé dans des bâtiments tertiaires climatisés. Et maintenant, on applique ça au logement depuis pas mal de temps. Hein. Ce sont des vitrages qui sont sur le marché depuis 10 ans. Oui, enfin, c'est des calculs qui sont faits en interne chez les industriels, rassure-moi. De quoi Ça, les 0,25 et tout ça. Ah, c'est pas des calculs, ce sont des mesures faites en laboratoire, par des laboratoires neutres, avec Ah des bon? procédures, avec des mesures qui sont faites avec une méthodologie complètement cernée depuis très très longtemps. Ah, d'accord, ok. Ah oui, oui. Le facteur solaire d'un vitrage, tu le mets dans une chambre, machin, tu envoies un rayon perpendiculaire à la surface, en réalité, le rayon n'est jamais perpendiculaire à la surface, du moins s'il l'est, il n'est pas longtemps. Voilà. Et donc, on a un protocole de mesure très précis, voilà, et ça permet de comparer différents vitrages avec différents paramètres dans les mêmes conditions. Hein, voilà. Donc, ce sont des mesures qui sont complètement transparentes depuis très longtemps. Le Laboratoire national d'essai, le CCB, etc., d'autres labos reconnus mesurent des facteurs solaires et des facteurs de transmission lumineuse. Ce ne sont pas des calculs. Hein. Ah, d'accord. Merci pour la précision. Bon, bah, je crois que tu avais un slide à la fin un petit peu d'ouverture. Le dernier slide, il était un peu plus sur les pistes. D'ouverture, je ne sais pas. En tous les cas, voilà ce qui se fait en ce moment de ce que je sais. Hein, je ne suis pas dans le secret des dieux.
Voilà, donc enseignement primaire, secondaire, bureau, enquête publique actuellement, carré définitif probablement, il était dit avant la fin de l'année, là. Et donc, il est possible qu'on ait effectivement un complément dans le décret, avec donc des lignes qui étaient vierges et qui vont se remplir, et avec des valeurs qui seront donc applicables au 1er juillet 2022 pour ces bâtiments-là. Un label qui était actuellement managé par le plan bâtiment durable, qui réfléchit avec des experts sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce label. Et donc, il sera probablement un label, il ne sera pas un label performantiel par rapport à l'énergie au carbone. Parce que là, déjà, on voit la progression. Peut-être que ce label dira, tiens, vous pouvez obtenir le label parce que vous sortez en 2023 une opération avec les exigences de 2028. Ce sera peut-être ça. Mais on ne va pas créer une nouvelle échelle, très clairement. Voilà. En revanche, je pense que c'est un label qui va ouvrir vers d'autres critères environnementaux. Alors justement, les fameux critères un petit peu oubliés, la qualité d'air intérieur, la biodiversité, peut-être la mobilité, etc. Et la consommation d'eau. Bref, et peut-être d'autres critères, d'autres cibles. Donc là, c'est une réflexion actuelle. Et alors là, j'ai entendu une nouvelle assez contradictoire, certains disant que le label ne serait appliqué qu'à partir du 1er janvier 2023, donc il y a encore toute l'année 2022 pour élaborer ce label, et d'autres qui disent eh bien, les textes sur le label seront terminés aussi à la fin de l'année 2021, peut-être applicables, peut-être pas au 1er janvier 2022, mais peut-être au 1er juillet 2022. Voilà, donc je sais pas trop. Je ne sais pas trop où ils en sont. Voilà. Et donc, effectivement, il y a le poursuite des calages pour tous les autres tertiaires pendant toute l'année 2022. Et là, je dirais, les bureaux d'études qui sont un peu sollicités sur le truc, ils vont mouliner comme des fous encore. Voilà. Et puis, ils vont faire ça, je veux dire, à l'arrache, comme d'habitude. En tout cas, c'est vrai que l'intérêt d'avoir un label, c'est qu'il y a quelqu'un qui vérifie forcément les choses, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, où c'est un petit peu plus flou. C'est l'intérêt, moi, que je vois d'avoir un label qui permet de dire, bon, bah, ça a été vérifié au moins. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, le label ouvre aussi à sur d'autres voies. Je veux dire, aujourd'hui, ne pas traiter, avec en plus l'actualité depuis 18 mois, ne pas traiter la qualité d'air intérieur, waouh, peut-être réfléchir sur les débits hygiéniques qui sont quand même réglementés en France depuis 45 ans, ça n'a pas bougé. Bah, il y a peut-être des choses à revoir. Comme on dit en français, quand on faisait le benchmark des comparaisons de règlements d'hygiène dans les années 70, la France était peut-être pas trop mal placée. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un petit peu les débits requis dans certains bâtiments, en particulier par rapport à des pays du nord de l'Europe, on sous-ventile les bâtiments. Alors, évidemment, on va dans le bon sens des économies d'énergie, mais encore une fois, un bâtiment, sa vocation première, ce n'est pas d'économiser de l'énergie. Faire en sorte que les gens respirent un air sain. C'est ça un bâtiment d'abord, c'est pas autre chose. Alors s'il économise de l'énergie en plus, bravo, mais voilà. Il ne faut pas oublier sa vocation première. C'est sûr. Eh bien, très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression qu'on a traité toutes celles de la discussion. Merci aux gens qui ont complété un petit peu et qui ont rebondi dans la discussion. Je ne crois pas avoir oublié de choses. Sinon, les gens peuvent prendre la parole. Eh bien, dans ce cas, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée à tous et à remercier encore beaucoup Bernard pour voilà, toutes ces lumières. C'était bien. Voilà. Merci. Du coup, voilà, j'aimerais pouvoir dire le prochain ICEP Café, ce sera à ce moment, mais pour l'instant, ce n'est pas encore calé, mais sans doute en novembre ou en décembre. Et